Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Allez, salut Arthur, bienvenue sur Tipping Point. Comment vas-tu ? Salut, écoute, mieux que jamais. Hello Arthur. Salut. Bon, Arthur, est-ce qu'on a besoin de te présenter ? Tu es l'un des cofondateurs de Time for the Planet. Pour celles et ceux qui hibernent depuis des années, Time for the Planet, c'est une société à but non lucratif qui a pour mission de lutter à grande échelle contre le réchauffement climatique grâce à l'entrepreneuriat. C'est ça ? Tout à fait. Je dis pas de bêtises. L'objectif de Time, rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises innovantes proposant des solutions en open source. On définira peut-être ce que c'est l'open source pour ceux qui nous écoutent. Solutions contre le dérèglement climatique. Plus qu'un concept, c'est un mouvement que vous avez créé qui rassemble aujourd'hui des scientifiques, des entrepreneurs, des citoyens, un vrai projet fédérateur. Pour nous, tu es un vrai leader, Arthur. Ce qui est sympa, c'est que tout le monde peut devenir actionnaire de votre projet. Et ça, on trouve que c'est extraordinaire et tu nous expliqueras aussi un peu le modèle. En quelques mois seulement, vous avez eu un large succès, rassemblant des milliers de personnes autour de cette cause, avec une communauté qui est hyper forte et hyper engagée. On peut le voir sur tous les réseaux sociaux. Je te le disais, tu es surtout, pour Lucie et moi, un leader qui déborde d'énergie, qui déborde d'envie. Tu fais envie aussi. On est ravis que tu aies répondu favorablement à notre invitation. On est aussi très curieux d'en savoir plus sur toi, ton parcours, tes succès, tes galères. Arthur, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Tu veux que je commence par où ? Ce que tu veux. Ok, écoute, j'aime bien dire que je suis un humain optimiste. Donc déjà, c'est vraiment ma définition de moi-même, peu importe ce qu'il fait. Et je suis en ce moment un entrepreneur, oui, puisque j'essaie de faire des choses. Moi, je suis vraiment un homme de la nature, parce que je viens d'un tout petit village qui s'appelle Seigne, avec un C, voilà, rien de sanglant, et qui est au pied des montagnes du Jura. Et donc, j'ai passé ma vie littéralement dehors, et j'ai eu la chance de faire énormément de sport depuis que j'ai 3 ans. Donc, d'être tout le temps dehors en randonnée, tout le temps. Et du coup, je pense que je suis aussi un peu un philosophe grâce à la nature, parce que j'ai tellement de temps, et j'ai eu tellement de temps pour me poser avec moi-même dans cette nature, que je me sens un peu dans cette mouvance-là. Voilà. Ce qui n'est pas forcément un truc que j'utilise, qu'on voit au quotidien, mais en tout cas, je l'ai beaucoup. Et puis, ce petit village m'a aussi apporté plein de choses, mais en tout cas, ça m'a permis d'orienter mes études vers le sport, puisque j'aimais le sport, un seul truc à la base, voilà. Et donc, j'ai fait une fac de sport, assez logiquement. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit longtemps, j'aime bien l'instinct. Et donc, j'ai mis un vœu fac de sport en sortant de ma terminale S. Et ce que j'ai trouvé dingue, donc déjà j'ai rencontré que des gens incroyables en fac de sport, vraiment, et ça a été un énorme booster pour moi, parce que c'est que des gens justement très optimistes, les sportifs, avec beaucoup de volonté, qui savent ce qu'ils veulent et où ils vont, et ils y vont, et peu importe ce qui se passe. Et pendant cette fac de sport, je me suis rendu compte que en fait, en fac de sport, tu as vraiment beaucoup de vacances, pour ceux qui ne le savent pas, donc si vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez essayer d'aller en fac de sport. Quand je dis vraiment beaucoup, c'est 6 mois dans l'année, hein. Genre on se rend pas compte, mais la fac de sport, c'est un délire quand même, si tu réussis tes examens. Et en fait, il laisse pas mal de temps. Donc, ça m'a permis de faire plein de trucs. Donc, une fois que tu as fait tes 2 heures de sport dans la journée, tu te demandes un peu plus, tu te dis qu'est-ce que je vais faire du reste de la journée. Et ce qui est dingue, c'est que ce que je me suis mis à faire pendant mes vacances est devenu mon métier. Du coup, je me dis, putain, je pouvais pas trouver plus justement un métier, je pense. Et en fait, j'ai commencé en créant des communautés sur les réseaux sociaux, parce que j'aime bien les gens et j'aime bien les communautés. Et je trouve ça hyper dingue ce qu'on a fait avec Internet, le fait de pouvoir créer des communautés mondiales avec lesquelles on peut être en relation toute la journée et qui peut échanger et grandir. Et du coup, alors, c'était pas toujours sur des sujets extrêmement intellectuellement élevés. On a fait des communautés sur plein de choses. La première qui a très bien marché, c'est une communauté où les gens racontaient leurs pires anecdotes sexuelles. Voilà. En fait, je me suis retrouvé à faire ce truc qui s'appelait Nuit de merde pour surfer sur VDM, si vous voulez tout savoir.
Et en fait, ça a très bien pris. On s'est retrouvé avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés en quelques jours. En fait, on avait 380 000 abonnés en 3 jours. Donc, autant vous dire que c'était complètement dingue. On est en 2012. Et à l'époque, Facebook, quand quelqu'un like un contenu, tous ses amis voient le contenu. Ah oui, je me souviens. C'était la faille. Et donc, du coup, le truc est parti. J'avais fait des trucs avant, j'avais fait des spotted, des petits concepts pour les étudiants, il y avait quelques milliers de likes, donc je commençais un peu à comprendre comment ça marchait ces trucs, et j'aimais bien, je sais pas, c'était mon occupation, quoi. J'aimais bien faire ça, je le faisais avec des potes, et donc quand on a fait ce truc, ça c'est vraiment parti. Il s'est passé plein de trucs. VDM m'a d'abord appelé pour me dire « Hey, ça te dirait de faire un partenariat ?» Moi, j'avais peut-être 18 ans, j'étais un petit coq, j'ai dit « Oh bah non, moi je suis dans mon truc, quoi, laissez-moi !» Et du coup, ils nous ont fait fermer le truc le lendemain. Parce que tu pouvais saisir Facebook pour parasitisme, et donc les mecs ont vu notre truc, notre logo c'était une tub rose fluo qui bandait pas, ils ont dit on ferme, ça n'a pas mis longtemps, et finalement on a recréé Nuit sans folie qui a été la deuxième version de ce truc à base de street marketing en taguant tout le campus de la Doua. Vous pouvez encore aller sur le campus de la Doua, il reste encore certains tags qui tiennent le choc, on les voit légèrement, c'est un gros pouce bleu fluo avec NSF écrit en rose fluo, et bon, ça a été le truc qui nous a relancé. On est bien remonté. On a commencé à créer des apps mobiles parce que je recevais des messages de développeurs qui me disaient bah mec, fais une app, t'as une communauté, fais une app. À l'époque, c'était les apps, les apps, tu vois. Moi, je connaissais rien, je savais même pas ce que c'était une app. Et du coup, un mec vient, il me dit bah moi, je te fais une app avec plaisir. Il me fait l'app. C'était n'importe quoi. Il y avait Quand tu dis un mec vient te faire une app, c'est-à-dire que le mec il t'appelle, il dit salut Arthur, j'aimerais te faire l'app pour. Ouais, c'est ça. Il dit moi, je serais content de faire l'appli de ce truc-là. Okay. Il s'appelait Roger. Salut Roger, si tu nous entends. Et très sympa, donc moi je dis bah ouais, vas-y, fais l'app. Je savais même pas à quoi ça servait de faire une app. Moi en fait j'aimais ma communauté, ils étaient trop cool, ils étaient méga engagés. Genre vraiment, hein, pour vous dire, quand on avait fait le buzz là, 380 000 personnes qui nous ont suivis en 3 jours, on touchait 28 millions de personnes avec la page. Vous savez, vous avez les stats là. J'étais là en mode, mais moi je comprenais pas, enfin tu peux pas comprendre ce que c'est. Maintenant je comprends, je me dis putain si seulement, enfin tu sais, c'était fou. Et ça à l'époque c'était monétisé ou pas du tout? Non, pas du tout, rien. Okay. Ah mais moi je suis le mec qui apprend en faisant des erreurs. Faut me qualifier comme ça. Et donc chaque fois que j'ai pas fait une erreur, j'ai pas appris, vraiment. Et donc du coup, on fait juste là, l'objectif c'était partager vos expériences. En fait, l'objectif et parler ensemble. Il était beaucoup plus réfléchi que ce truc spontané de raconter des anecdotes sexuelles. C'est juste que je me disais, putain, le sexe c'est tellement tabou, quoi. C'est tellement dramatique, tu sais. Enfin, tu peux pas parler de sexualité. T'as soit le porno, soit rien. Et en fait, ça évoque rien, ça, tu vois, pour un jeune qui se construit. Et moi, le premier, je me disais, bah d'accord, mais enfin. Et donc je me disais, c'est dommage parce que c'est quand même une mine d'or. Et j'en parlais des fois avec mes potes et on n'osait même pas se raconter entre potes. Et on se disait, on est quand même con. Hein. Et en fait. Un des trucs que j'avais créé avant s'appelait Spotted, mais c'était pas moi qui avais créé le mouvement, c'était un truc qui venait des États-Unis où les gens racontaient anonymement des trucs. Ils passaient un message anonymement à quelqu'un du campus. Et donc ils disaient, toi, avec ta jolie robe bleue, je t'ai vu à l'abribus. Voilà, je sais pas, c'était des jolis trucs. Et ça leur permettait d'assumer un message qu'ils voulaient passer à quelqu'un. Et quand ce truc-là a un peu fané, je me suis dit, bah tiens, comment on pourrait donner une dimension nationale à ce concept que je trouvais bien, de pouvoir assumer quelque chose dont on a honte et de pouvoir le porter pour que les autres puissent reconnaître quelque chose, y trouver de la valeur ou juste se marrer, tu vois. Parce que c'est cool aussi de se marrer. Et du coup, c'est ça, Nuit sans folie à la base. C'est juste l'idée de dédramatiser. Moi, j'aimais bien dire le média qui a le sens de l'amour, tu vois, parce qu'après, on le tournait en forme média. Et c'était ça, c'était utiliser l'humour et l'anonyme pour faire en sorte que les gens soient à l'aise avec des trucs comme ça. Et si tu regardes Nuit sans folie, ça marche très bien. Je l'ai vendu depuis, mais justement, j'ai fait le choix quand je l'ai vendu de trouver des gens qui avaient bien compris ça. Et quand je l'ai vendu, il y avait 700 000 abonnés sur Insta, il y avait 850 000 sur Facebook. Tu vois, c'était déjà devenu une belle communauté. Et quand on a sorti l'appli, c'est pareil, je sais pas, ça a explosé. Je pense que les gens allaient chercher beaucoup plus que juste se marrer avec ça. Il y a plein de gens qui étaient en couple qui disaient bah moi je lis ça le soir avec ma nana, ça nous décomplexe à mort, ça nous aide vachement. Il y a plein de gens qui étaient célibes depuis longtemps, qui savaient pas trop comment s'y prendre, qui apprenaient des trucs. Plein de gens qui se disaient bah en fait c'est normal d'être précoce à la première fois ou t'es, et du coup ça leur faisait du bien aux gens. Donc moi je trouvais ça cool. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai reçu lors de toute cette aventure, j'ai reçu 300 000 anecdotes sexuelles des Français. Je pense que je connais aussi bien la sexualité des Français qu'un sexologue, tu vois. Enfin, c'est ouf. Enfin bref, du coup, on a sorti cette appli. Il y avait des fautes d'orthographe dans les menus. Donc Roger était étudiant comme moi. Enfin voilà, c'était 2 étudiants qui bricolent, tu vois. Et on a sorti le truc. Je connaissais rien en marketing. Moi, je bourrinais sur la page. Toutes les heures, je mettais un post. Le mec en avait rien à foutre. Et à l'époque, les gens se désabonnaient pas. Hein. Ils étaient contents. Ça faisait grandir ta page de faire ça.
Et du coup, l'appli est devenue première de l'Apple Store. Donc devant Snapchat, Facebook et tout ça. Enfin, c'est dingue. Hein. En 2013, on était premier de l'Apple Store. Et donc du coup, pendant 4 jours, on était premier de l'Apple Store. On a généré, je sais pas, 400 000 téléchargements en 4 jours. Tu vois, c'était un trip. Mais moi, encore une fois, je connaissais rien. Et donc là, j'avais plein de mecs qui m'appelaient. Je me rappelle à l'époque, Melty qui fait un article. Melty à l'époque, c'était un peu Combini, tu vois. Il y a 10 ans, les mecs étaient déter, quoi. Et moi, je croyais que c'était un blogueur qui m'appelait, tu vois. Je me disais, ah ouais, c'est sympa. Vraiment, je connaissais rien. Et j'étais toujours tous les week-ends dans mon petit village. D'ailleurs, il y avait une connexion pourrie. C'était un enfer pour gérer les trucs. Et bref, du coup, je passe là-dessus. Quand j'ai créé ce truc, j'étais maître nageur en même temps. C'était un gros bazar. Et du coup, quand on a été premier, pareil, plein de mecs m'appellent en me disant, waouh, tu dois gagner tellement d'argent, au moins 5 000 euros par jour. Et moi, je gagnais 0 euros, tu vois. Et du coup, j'étais là genre, ouais, alors du coup, comment ça? Tu sais, genre le mec trop malaisé qui veut pas dire, ah non, je gagne 0, moi, je suis une grosse teub. T'as une autre communauté à monter, là. Ouais, c'est clair. Du coup, je me dis, putain, c'est ouf, je gagne vraiment pas d'argent, mais a priori, il y a de l'argent. Donc, du coup, je découvre le monde de la publicité, qui à l'époque était le principal levier de monétisation d'un média. Ce qui fait que je tombe dans le monde des régies publicitaires, donc où il y a les annonceurs qui passent par ces régies pour aller sur leurs éditeurs, donc toutes les différentes applis. Et on commence à mettre en place des régies. Très, très mal au début, comme toujours. Donc ça commence à 800 euros le mois, tu vois. Mais en fait, c'était vraiment pourrave par rapport au trafic qu'on avait. Et après, assez rapidement, c'est plusieurs milliers d'euros par mois. Et donc là, je commence à me dire, putain, c'est quoi cette connerie, quoi. Enfin, tu vois. Moi, j'avais pas créé de boîte, j'avais rien. Heureusement, les régies stockaient l'argent. Parce que sinon, le fisc, il serait arrivé en hélicoptère si ça tombait sur mon compte perso. On est d'accord, t'es toujours étudiant STAPS, là. Toujours étudiant, bien sûr. Je suis en 2e année où, tu vois, enfin. Et donc, du coup, ça commence à faire un truc qui commence à être intéressant. Et là, je me structure grâce à un mec qui s'appelle Bruno Jagger. Donc déjà, quand il y a un mec qui s'appelle Bruno Jagger qui t'écrit, tu vois, tu dis, tiens, je vais aller voir ce mec. Donc je vais le voir à Paris. Et en fait, lui, il avait un site qui s'appelait Tasexo et qui avait 100% la même vocation, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes puissent parler de sexualité sans avoir peur, quoi. Mais en fait, on se rend pas compte, mais il y a 10 ans, c'était ouf de faire ça. Genre, personne faisait ça. Aujourd'hui, c'est vachement plus la tendance. Tu vois, il y a plein de comptes Insta qui s'y sont mis, machin. Mais il y a 10 ans, parler de sexualité pour les jeunes, c'était chelou, quoi. Et pourtant, lui, il était justement avec des sexologues, il a vendu son site à l'étudiant, enfin, tu vois, c'était un truc super quali. Et je rencontre ce mec et on discute bien, on fit, et il me dit, ouais, putain, mec, c'est cool ton truc, enfin, organise-toi, fais quelque chose. Et du coup, je dis, ouais, oui, mais moi, je sais rien faire, je suis un mec de STAPS, quoi, genre... Le seul truc en STAPS, ils appellent un ballon un référentiel bondissant. Pas tous, mais enfin bon. Tu vois, donc je disais, je vais pas jouer l'intellectuel parce que déjà là, on est arrivé à un niveau où c'est pas possible. Et donc il m'a dit, ok, je vais t'aider. Tu sais quoi, je vais m'associer avec toi et ton développeur là. Et on va créer une structure parce que déjà là, l'argent, faut qu'il aille quelque part. Et donc grâce à lui, j'ai appris à créer une boîte. Il m'a énormément apporté. Donc on a créé la première boîte. Une fois qu'on a eu créé cette boîte, moi je me suis dit, en fait, il y a plein de mecs qui ont des communautés et ils savent pas les monétiser. Donc moi, j'ai continué d'en créer. Alors, il y en avait plein qui marchaient pas, hein. On va pas se cacher, c'est super dur de créer une communauté. Maintenant, je commence à vraiment avoir compris comment ça marche, mais c'est pas un truc simple, en fait. Comment ça marche? Alors, dans les très grandes lignes, pour aller très vite, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est pas des TikTok ads, c'est pas des hacks, c'est pas des codes promo d'influenceurs. Tout ça, vous oubliez. Il n'y a pas de raccourci. C'est absolument pas l'objet d'une communauté. L'objet d'une communauté, c'est définir un why, si je reprends le mot de Simon Sinek, une croyance commune, la définir très bien avec des mots qui permettent de renvoyer au bon imaginaire. Donc c'est très dur parce qu'il y a un vrai travail sémantique en fait. C'est là qu'on comprend pas qu'il faut vraiment des prérequis. Et donc passer du temps à formuler très clairement pourquoi tu fais ça, quelle est la croyance commune que tu partages avec les gens de cette communauté pour que les gens se reconnaissent dans cette croyance commune et aient envie de porter cette croyance commune. Et ensuite, une ambition très claire, parce que c'est bien de savoir ce qu'on fait, mais il faut aussi savoir où on va, clairement. Et donc, du coup, tu as besoin d'un plan. Et c'est pour ça qu'il faut une ambition affichée. Je pense que ça, c'est les prérequis de base. Et ensuite, quand tu as fait ça, et que les gens se reconnaissent dans ta croyance, qui portent ce message et qu'ils ont envie de se battre pour, parce que c'est ça, hein, les fondements d'une communauté, même si c'est dédramatisé, la sexualité par l'humour, tu vois, ça marche quand même. Il faut que ça soit suffisamment clair. Et une fois que tu as ça, là, tu fais en sorte que tout le monde devienne l'ambassadeur de ton projet. Et donc, tu lui donnes de quoi être l'ambassadeur. Parce qu'il ne va pas s'inventer ambassadeur. C'est difficile, il n'a pas beaucoup de temps. Et donc, il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait le meilleur rendement entre temps investi pour être l'ambassadeur et résultat, impact. Et là, c'est à toi de travailler avec les outils digitaux, de mettre en place des choses, lui faire des tutos pour tout. Tu vois, nous, dans Time for the Planet, je crois que j'ai jamais autant exercé ça. Enfin, je fais des tutos pour tout. Genre, s'il faut cliquer sur un bouton, je fais un tuto. Parce que je sais qu'ils n'ont pas de temps, les gens. Et ils n'ont pas envie de chercher 5 minutes. Donc, pas envie de perdre 40% des gens parce que je leur ai pas expliqué. Je leur fais un tuto. Voilà. Et en fait, c'est con, mais c'est ça une communauté. Et ensuite,
quand tu as fait tout ça, j'aime bien dire, tu peux pas construire un building sur un marécage. Donc déjà, trouve ton terrain constructible, fais en sorte qu'il soit bien constructible. Et ensuite, quand tu as fait tout ça, ok, tu peux faire du gros hacking, tu peux faire tous ces machins avec des mots bizarres. Mais avant ça, c'est pas une communauté, quoi. Et ça marche pas. Et d'ailleurs, plein de marques font ça, enfin, font les choses à l'envers. Elles mettent des millions pour faire un truc, mais elles ont 3 likes sur leur truc, elles ont 0 engagement, mais c'est pas normal. Enfin, c'est parce qu'elles ont juste pas travaillé une vraie communauté. Et une communauté, c'est exponentiel aussi. Tu peux pas éviter ça. Donc c'est doux au début. Et ça va doucement. Et tu peux rien faire. Si c'est direct à fond, il y a un problème. C'est que, tu vois, une communauté, elle s'empare, elle comprend, elle fait du bouche à oreille, elle grandit par bouche à oreille plus que par tous les autres canaux. Tu vois, nous, dans Time, c'est le plus gros canal d'acquisition, le bouche à oreille. Parce que les gens, ils ont compris ce qu'on fait. Ils ont vraiment compris. C'est pas qu'ils ont théoriquement compris. Ils ont vraiment compris. Ils ont dit, putain, ouais, ok, moi, je crois à un nouveau modèle d'entrepreneuriat. Je crois que les enjeux du siècle ne sont plus en phase avec le modèle d'entrepreneuriat actuel. C'est ça qu'ils croient, les gens de Time. Et quand tu crois ça, tu t'en fous de qui fait ça, tu t'en fous de où, de comment. Tu dis, non, mais moi, je veux défendre cette vision du monde. Et si je veux défendre cette vision du monde, donnez-moi les moyens de la défendre. Et là, quand tu commences à donner les moyens de la défendre et qu'il y a un plan, les gens s'en emparent et tu fais agrandir un truc. Mais tu peux pas prendre des raccourcis. Quand tu fais une communauté, il n'y a pas de raccourcis. C'est dur de vous regarder tous les deux. Non, et c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est devenu même une expression. Je suis associé Time. Je sais pas si c'est une expression. Ouais, on a déjeuné cette semaine avec un copain. Il s'est dit, ouais, comme ça, moi je suis associé Time. C'est énorme. Déjà, c'est devenu un mot, quoi. C'est devenu cette expression, cette locution, elle est devenue quelque chose. Je suis associé Time. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avant, être un associé ou un actionnaire, et là, c'est là que c'est chaud et que tu dis qu'il faut travailler, hein, c'était identifié à je suis un mec avare, presque, tu vois. Je veux m'en mettre plein les fouilles. Ou très riche. Ou très riche quand c'est actionnaire, ouais. Associé, ça dépend. Mais en fait, soit associé, tu avais l'impression que c'était le cofondateur, il y en a 3. Soit actionnaire, tu as l'impression que c'est soit le boursicoteur, donc qui est un peu vraiment cash centré, soit l'actionnaire, ouais, je sais pas, moi, c'est horrible, hein, le mot actionnaire, je vois un gars avec un cigare dans un siège en costard. C'est chaud quand même. Et tu vois, hier, j'étais à un événement qui était trop cool où il y a un mec qui était expert comptable, justement, et qui essayait tu sais, il y a plein de trucs à faire sur la comptabilité durable. Et lui, il disait, regardez la définition officielle d'une entreprise. Je savais même pas, tu vois. Et il a montré la définition et j'ai pris le micro, je lui ai dit, mais mec, c'est pas la vraie définition, ça. Il me dit, si, c'est la vraie définition juridique. Et la vraie définition, c'est un objet, alors je sais plus les mots exacts, mais qui doit permettre à ses actionnaires de s'enrichir d'une année sur l'autre. Mais vraiment, c'est ça. Genre, si quelqu'un qui nous écoute peut trouver la définition exacte, c'est cool, mais en gros, il y a une définition qui dit ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu vois, j'y croyais même pas. Depuis quand une entreprise, ça sert à faire ça? Tu vois, enfin, ça a tellement d'autres possibilités. Enfin bref, voilà quoi. Du coup. Donc là, tu es associé avec Bruno. Ouais, ah oui, si je reprends ma petite histoire. Donc, je suis associé, je monte ma première boîte qui s'appelle Brainbox, ouverte tout officiellement en 2014. Et donc, Brainbox est une société qui fait des médias. Et donc, elle fait des médias en allant créer des communautés sur Internet, sur les réseaux sociaux, et en les digitalisant avec des apps et des sites Internet. Et on monétise avec de la pub. Voilà ce qu'on fait. Et là où ça prend bien de l'ampleur, c'est que déjà Bruno avait quelques communautés aussi. Et en plus, on se met à aller voir tous les mecs qui ont des communautés. Et on leur dit, salut, nous on a compris comment monétiser une communauté. Je te propose de monétiser ta communauté et on fait 50-50. Et donc là, on commence à avoir des vrais médias comme Rap Punchline, par exemple, qui est devenu le plus gros média d'actualité sur le rap en France, qui a 4 millions d'abonnés, comme Et ça se dit à l'époque, qui était un truc un peu marrant pour les étudiants, qui permettait aussi, pareil, de décomplexer sur plein de trucs, comme Sachez-le, qui permettait d'avoir des petites anecdotes de culture tous les jours. Enfin bref, on en a fait beaucoup. On atteint une douzaine de millions d'abonnés sur l'ensemble des comptes, donc vraiment, on commençait à avoir une bonne aura sur Facebook. On était quelques-uns comme ça à l'époque, à avoir agrégé beaucoup de communautés. Et donc là, je commence à vraiment comprendre les communautés dans leur ensemble. Et surtout, je me dis, mais c'est vraiment kiffant ça. Et donc, je suis toujours étudiant. Parce que grosse pression aussi de ma famille qui me dit tout le temps, non, mais ça, c'est pas un vrai métier. Hein. Ça, c'est des jeux. Et d'ailleurs, c'est fou parce que ça, c'est un truc que je dis souvent maintenant, mais quand j'ai commencé, tout le monde me disait, c'est des jeux. Et les gens voulaient me convaincre. Ils me disaient, c'est des jeux. Et en fait, maintenant, j'ai des propositions à 1 000 € de l'heure en consulting pour parler de ça, quoi. Donc des jeux. Du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est... Oui, quand tu dis des jeux, c'est pas sérieux en fait. Ouais, c'est ça. C'est ton passe-temps, mais tout le monde m'a dit... ce sera pas un métier. Ouais, tout le monde m'a dit, mais mec, c'est des jeux. Arrête de faire mumus, quoi. Tu vois. Et en fait, non, c'est bien plus que des jeux. D'accord, c'est une digitalisation d'un phénomène social qui est un peu balbutiante à l'époque. Mais en fait, c'est beaucoup plus que des jeux. C'est une autre façon d'exprimer la nature humaine.
Tu vois, vraiment. Enfin, juste que c'est digital, donc ça va plus vite. Il y a d'autres connexions qui se font autrement, mais on refait le maillage de l'humanité, tu vois, d'une autre façon. C'est pas un jeu, c'est ouf. Et du coup, bref, tout ça m'a fait continuer mes études parce que quand même, j'avais une grosse pression. Et puisqu'on est là pour être sincère, je le dis, je croyais ce que me disaient les gens. Et donc, je continuais parce que j'adorais, mais j'étais tiraillé parce que je me disais, putain, merde, je trouverai jamais de travail avec ça, quoi. Et pourtant, ça gagnait des milliers d'euros par mois. Hyper incohérent, tu vois. Mais je me disais, ça va s'effondrer du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire la pub? C'est pas sérieux. Vraiment. Et tout le monde me disait, c'est des jeux, arrête ça, arrête ça. Et moi, ma famille, mais par bienveillance et par amour, me disait, il faudra vraiment que tu trouves un vrai travail. Hein. Tu vas pas faire ça. Hein. Enfin, tu vas tous les jours. Et donc, moi, je continuais et je suis allé faire un master de fac de sport qui s'appelle Ergonomie et ingénierie de conception de produits sportifs. Parce que je voulais pas faire prof de sport. J'avais fait un stage de prof de sport, je pouvais pas. Et du coup, je suis allé faire ce truc-là à Chambéry, ce qui était des très belles années. J'étais en coloc avec mon meilleur pote, c'était génial. Mais par contre, je me suis mis beaucoup de travail. Et donc, c'était impossible pour moi de développer la société en faisant ça parce que c'était dur en vrai. Je suis pas un intellectuel, je suis pas très intelligent de base, vraiment. Je suis un gars très simple. Hein. Et donc, moi, tu vois, c'était un niveau d'études, ça reste STAPS, mais c'est chaud. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles. Et beaucoup de maths, tu vois, de l'ingénierie avec beaucoup de maths dedans. Moi, j'en chiais, clairement. Et donc, du coup, j'ai dû me concentrer, ce qui fait que ma boîte se développait moins. Et c'était plus difficile de faire les deux. Mais j'ai quand même continué. Je me rappelle pendant les pauses du midi à faire ça. Souvent en cours, j'allais un petit coup tourner le truc et tout ça. Et donc, j'ai fait tenir la baraque. Mais je pense que avec du recul, j'aurais pu la développer beaucoup plus. Mais je regrette pas d'avoir aussi pris le temps de finir mon master. Donc, j'ai validé mon diplôme. J'ai eu mon master 2. À 10,01. Le mec fait les choses vraiment in extremis ou il ne les fait pas. Et du coup, bref, une fois que j'ai eu ce truc-là, je me suis dit, mais moi, je veux pas aller faire des pompes à vélo chez Decathlon, tu vois. Genre, et là, je me suis dit, ok, je me lance à fond là-dedans et j'y vais. Et donc, j'ai pris des bureaux à Villeurbanne, 9 rue Alexandre Boutin, là, petit souvenir, mémorise. Et du coup, c'était mes premiers bureaux. Et mes parents m'ont dit, mais alors qu'ils avaient plus aucune emprise sur moi parce que je gagnais de l'argent et tout, ils m'ont dit, tu fais ça 1 an et si dans 1 an ça marche pas super bien, tu fais prof de sport. Et du coup, c'est quoi là le point de bascule qui toi te fait dire ok je me lance alors que jusqu'à présent tu disais non ils ont raison, je joue là. En fait, c'est que juste je savais pas quoi faire de ma vie. Tu vois, je me suis dit mais si ce truc peut être mon métier alors que j'ai commencé à le faire et que c'est le truc que je fais quand je suis en vacances et que je m'ennuie. Mais quel hack ce sera, tu vois? Genre, qui aura fait un métier comme ça? Et du coup, je sais pas, ce truc-là, ça m'enivrait. Et surtout, le point de bascule, c'est quand j'ai été faire ce stage de prof de sport, je me suis dit, c'est pas moi, ça, en fait. Tu vois, je sentais que je n'étais pas fait pour ça. Genre, j'avais un autre truc à faire sur Terre. Et je voulais apporter autre chose aux gens. Et je voulais pas gâcher ma vie. Parce que je me disais, là, je vais gâcher ma vie si je fais ça. Je vais être là et j'apporterai peu de valeur par rapport à ce que je sens que je peux apporter comme valeur. Je savais pas trop où j'allais l'apporter, ma valeur, mais je me disais, je peux apporter de la valeur. Et tu sais, entre-temps, il s'est passé 4-5 ans déjà. Et déjà, on me parlait moins de jeux. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, comment vous avez fait ça? C'est génial, tu vois. Entre-temps, il y a l'influence marketing qui est arrivée. Oh, Ameno, la grande influence marketing, avec tous les youtubeurs et tout ça. Ça, c'était vachement structuré. Et donc, moi, je commençais à être invité dans tous les apéros des youtubeurs, à discuter avec tous ces mecs. Tu vois, j'ai eu la chance de discuter avec le Palmacho, avec Thibaut InShape, avec Norman, avec tous les gars, tous les youtubeurs. Et en fait, en discutant avec eux, je me suis dit, pas du tout un jeu, cette merde. Parce qu'eux, ils avaient aussi une autre vision du truc. Et en plus, on a commencé à faire des partenariats avec certains youtubeurs. Et j'ai moi-même créé mon profil. Je faisais des petites vidéos d'humour, je kiffais faire ça, vraiment, j'adore. C'est un des trucs. J'espère pouvoir trouver d'autres façons de le faire plus tard aussi, mais j'avais fait un petit personnage qui s'appelait Babeuf, voilà. Et j'étais monté à 105 000 abonnés, j'ai fait 35 millions de vues, je faisais des vidéos d'humour sur Internet, quoi. Mais j'adorerais ça, vraiment, c'était un truc ultra kiffant. On peut encore les trouver. Si on peut les trouver. Ouais, bien sûr, vous pouvez encore trouver ma page Facebook. Si vous tapez Babeuf, je vous en prie. Et vous verrez, il y a des vidéos, elles ont 60 000 likes, 60 000 partages, c'était cool. Et bref, du coup, ce monde-là m'a aussi fait comprendre qu'en fait, il y avait quand même pas mal d'argent et pas mal de trucs à faire parce qu'il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Salut, je te file 5 000 balles pour ta vidéo, là, ta prochaine, tu nous mets juste un écran de notre appli dedans. » Ouais, je me disais « Waouh, c'est quoi ce délire ?» Donc du coup, ce monde-là a permis de... Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai quand même vraiment accéléré sur ma boîte, beaucoup plus structuré le bordel. Moi, je me payais très peu. Et ça, c'est la force de ma vie aussi. C'est que je suis né dans un monde très frugal et j'ai grandi dans une vie très frugale et j'ai jamais eu besoin de rien. Enfin, tu vois, genre, et encore aujourd'hui, je fais des randos tout le temps, c'est ma passion. Vraiment, j'adore ça. Et chaque fois que je suis en haut d'une montagne, je peux rester des fois 8 heures en haut de la montagne. C'est mon truc, tout seul. Et je me pose toujours la même question.
qu'est-ce que je fais de plus si j'étais millionnaire? Et je trouve jamais. Et tant que je trouve jamais, c'est cool. Et tu vois, je me dis, je vais pas m'acheter des meilleures baskets, elles sont bien. Là, dans cette période-là, tu es encore toujours connecté à la nature. Mais j'ai jamais déconnecté. Ouais. J'ai eu un moment où c'était un peu difficile, entre guillemets, parce que j'ai vraiment trop travaillé et j'ai perdu un certain équilibre. Et je veux plus jamais faire ça. Mais oui, c'était après. Mais oui, je suis très connecté à la nature. Je suis toujours rentré tous les week-ends chez mes parents. Tous les week-ends. Et je le fais tout le temps. Hein. Ils habitent dans une vieille ferme, elle a 220 ans. Tu vois, c'est... Et mon père, il a mis 11 ans à la retaper, c'est que des pierres. Et vraiment, je sors, tu vois, pendant le confinement, tu sors, boum, forêt. Et en haut de la forêt, il y a des clairières, machin. Moi, je voyais des cerfs pendant le confinement, j'étais tout seul assis dans l'herbe. Je me disais, c'est quoi cette vie, quoi? Je sais pas, moi, j'ai pas besoin d'aller très loin pour être heureux. Hein. Et en fait, on se rend pas compte, mais autour de chez nous, il y a des trucs de ouf. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que j'ai ensuite lancé une deuxième boîte parce que on faisait des médias, c'était super cool, mais j'avais envie d'aller dans les services parce que j'avais envie de faire des apps de services. Je voulais tester un peu ce monde-là et puis il y avait déjà plein de gens qui m'avaient fait des appels du pied, donc j'ai créé une boîte qui s'appelait Start Corporation que j'ai créée en 2016. Et donc cette boîte-là, elle avait pour but... Brainbox, ça existe toujours. Toujours Brainbox, ouais. Mais Brainbox continue de faire tourner des médias. Entre-temps, et on peut en parler avec plaisir, hein, mais il y a 1 million de trucs à raconter. Je me suis pris des couteaux dans le dos dans tous les sens par plein de gens, par des associés, les trucs classiques de l'entrepreneuriat. Mais moi, je connaissais rien, donc tu vois, j'ai vraiment appris une erreur, un apprentissage. Mais vraiment, j'ai jamais réussi à anticiper. Hein. Il a fallu que je fasse toutes les erreurs, et je pense que j'ai pas fini. Mais en tout cas, c'était très intéressant parce que je voyais que c'était marrant parce qu'on perdait des gros volumes d'argent, on prenait tout le temps des risques, on cherchait pas à se payer parce qu'on n'avait pas l'idée. Et ça, souvent, je me le suis dit. Un jour, ma mère m'a dit, mais en fait, c'est marrant, mais t'aurais pu te payer 5000 balles par mois et faire des tours du monde. Pourquoi t'as pas fait ça? Et en fait, j'ai réfléchi à mort à ça. Ça m'a un peu traumatisé. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai même pas pensé. Mais pour de vrai, j'y avais pas pensé. Et genre, nous, on se payait 500 balles par-ci, par-là. Quand tu dis nous, vous étiez toujours tous les deux? Trois. Alors là, il y a Lionel qui était rentré en jeu. Roger est parti. Lui, il allait faire d'autres études aux États-Unis. Donc, il a quitté la boîte. Et Lionel, qui est un mec qui faisait de la batterie. Je fais de la batterie aussi. J'avais un groupe. Un jour, à la fête de la musique de Bourgoin, voilà, si vous voulez tout savoir, on fait le changement de batterie à la fin, tu sais. Et donc, en changeant la batterie, je fais, ouais, mec, ça va et tout. Il me fait, ouais, cool. Il me dit, ah, tu fais quoi du coup? Je dis, je crée des communautés sur Internet. C'est un peu galère en ce moment, on a besoin d'un développeur, le nôtre il part, et il me fait je suis développeur. Et du coup voilà, c'est devenu le développeur de Brainbox, donc il a rejoint l'aventure. Donc on était 3 et on commençait à avoir quand même des stagiaires, puis des alternants, puis on a commencé à avoir des gens qui restaient un peu plus longtemps autour de nous et à faire grossir le truc. Et ensuite Start Corporation, qui était la deuxième boîte, là on a commencé à créer des apps de service, donc avec principalement une app qui permettait de faire des rencontres dans le cadre d'activités de loisirs. En fait, le postulat était simple, c'était juste que c'était plus cool de se rencontrer dans la vraie vie, mais que c'est plus difficile, parce qu'il faut des prétextes ou il faut un truc, c'est difficile de faire du dating pour de vrai, en mode one-to-one, et du coup on se disait, si tu fais des micro-groupes où les gens peuvent faire des choses, genre un yoga ou je sais pas, apprendre à faire des shakers, n'importe quoi, et ben en fait c'est plus sympa. Et c'était ça, Wooz Up, ça s'appelait Wooz Up, et donc on a commencé à faire cette truc-là, et là, putain, c'était hyper dur, on a vraiment énormément appris, parce que en fait, faire une app de service, ça n'a rien à voir avec une app de média où tu as juste du contenu et tu lis, qui est beaucoup plus simple. Moi, je suis fort pour créer du contenu, j'aime bien créer du contenu, mais le service, c'est une histoire de parcours utilisateur et d'aller pile là où les gens ont un besoin. C'est méga dur. On va pas se mentir. Et du coup, parce que tu pousses pas du contenu, tu es vraiment à l'écoute de ton utilisateur, de son besoin, et c'est vraiment l'inverse en fait. Ouais. La logique complètement inverse. Et il faut trouver la bonne façon de répondre à son besoin. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut jamais réinventer la roue. Il faut prendre ce qui marche déjà. Et en fait, le cerveau humain, il est incrémental. Il faut lui rajouter un petit quelque chose. Il faut pas trop en faire. Nous, on voulait toujours inventer des trucs, tu vois. Et ça, c'était la jeunesse, la fougue. C'est cool de vouloir inventer des trucs, mais il faut pas inventer from scratch. Il faut prendre des trucs que les gens connaissent déjà suffisamment. Et tu peux pas faire des disruptions, le grand mot à la mode. Tu peux juste faire des avancées incrémentales. Vraiment. Et ça, j'ai mis 4 ans à le comprendre à force de tarte dans la gueule. Et en fait, ce que les gens trouvent révolutionnaire, c'est juste quand tu prends des trucs qui existent déjà et que tu les mets ensemble ou que tu leur fais passer une petite step. C'est pas quand tu t'inventes un truc qui sort vraiment de nulle part, quoi. L'humain, il fait des chimères, tu vois. On n'a jamais réussi à créer un truc dans un film ou dans un dessin animé qui ne soit pas un mix de plusieurs animaux, ou tu vois. C'est juste qu'on est comme ça, quoi. Et du coup, bref, nous, on voulait trop inventer. Donc, c'était super dur. Bon, j'ai levé des fonds. Tu fais tourner les 2 boîtes en même temps? Ouais, et on est dans ces bureaux à Villeurbanne. Et donc, du coup, là, je fais une levée de fonds. Alors, une première de 80 000, après, j'en fais une de 350 000. On commence à avancer bien.
on a quelques utilisateurs, tu vois, on a quelques milliers d'utilisateurs, mais il n'y a pas le truc qui pète, quoi. Et nous, on veut faire un gros truc. Et on se bat pour trouver un modèle économique après avoir fait plein de sprints où on commence à cerner le besoin. On avait une belle app, hein. Franchement, on avait fait un beau truc. Et on s'était tous formés sur le tas parce que tous les gens que j'ai recrutés, c'était tous des gars. Donc j'en ai pris en associé, j'ai pris un de mes meilleurs potes de l'époque en associé. Les gens que j'ai recrutés, c'était des gens qui sortaient plus ou moins des études, mais qui avaient vraiment une bonne vision de la vie, j'aimais bien, et qui avaient la niaque. Et en fait, on était tous un peu autodidactes. Et donc vraiment, c'était une équipe de tueurs, mais on s'est formés en 3 ans pour être des tueurs. Avant, on n'était pas très bons, honnêtement. Comment tu manages à cette époque-là? Je manage pas, je suis pas un manager, vraiment. Je ne suis pas un manager, je ne connais rien en management. J'ai rien fait pour connaître le management, juste humainement. En gros, et c'est le meilleur management, je crois. C'est, je te fais méga confiance, je te donne tout, mec. Tu choisis ton salaire, tu choisis tout. Et si tu me fous un couteau dans le dos, écoute, moi j'aurais fait mon test et je continue sans toi. Et en fait, toute ma vie c'est ça. Et ça a tellement bien marché. Faut être un peu, faut accepter de se prendre des grosses gifles parce que j'ai perdu des centaines de milliers d'euros. J'ai des investisseurs à moi qui avaient investi mais qui m'ont buté, qui m'ont volé des clients dans le dos. Enfin bref, il s'est passé plein de trucs. Mais en fait, c'est incroyable ce processus. C'est un peu du darwinisme de l'entreprise. C'est je te donne tout, je te fais confiance et si tu me niques, je vais le voir. Mais je te le dis pas ça. Et du coup, les gens qui te niquaient, très bien, je les écartais. J'avais perdu un peu. Mais en fait, ce que j'ai vu, ce qui est fou, c'est que tout de suite après, la vie me proposait quelque chose de 10 fois plus gros, auquel j'associais pas ces gens. Et je continue. Et en fait, c'est que ça. Et ça marche très bien. Du coup, moi, je suis plus sur le pas de management. Fais confiance aux gens. Si ils ont compris ce fameux why et cette fameuse croyance, qui est très important et qu'il faut transférer au début, après, ils savent mettre leurs compétences au service de ce why. Et c'est à eux de décider de quelle manière ils veulent le faire. C'est à eux de choisir dans quelles conditions ils veulent le faire. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais en fait, tu peux pas inventer ou tu peux pas formater les gens. Tu vois, c'est comme dans un couple. Dans un couple, tu peux pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Tu peux pas restreindre quelqu'un. Tu peux pas lui dire, en fait, par exemple, moi, si un jour ma copine elle a envie de coucher avec quelqu'un, je vais pas essayer de l'en empêcher. Je me dis, si elle a envie de coucher avec quelqu'un, il faut que je la laisse faire. Et je dois pas me sentir en danger. Si elle couche avec quelqu'un et que je suis le mec pour qui elle est faite, elle va revenir vers moi et elle va dire en fait t'es le mec pour qui je suis faite. Et puis peut-être qu'elle dira mais alors, j'ai quand même besoin de coucher avec quelqu'un. No stress, tu vois, c'est son besoin. Dans l'entreprise c'est pareil. Je pense faut lâcher là, faut tout lâcher. En fait on se sent déjà beaucoup mieux et en plus de toute façon tu as des pertes de temps des fois, voilà c'est comme ça. Il y a des trucs qui marchent pas, tu peux que expérimenter. Mais je crois que le plus intéressant et le truc que j'ai vraiment appris, parce que mine de rien maintenant ça fait 10 ans, c'est que en fait c'est de laisser erreur à haute fréquence, la vie. Et l'entrepreneuriat encore plus. C'est teste des trucs, mais par contre, perds pas de temps. Là où moi je m'en veux et où j'ai quelques regrets, c'est que je me suis trop acharné à essayer des choses. Alors que c'était clair en fait. Quand ça marchouille, c'est que ça marche pas. Faut pas se battre sur un truc qui marchouille, il faut changer. Faut pas s'en vouloir d'avoir un truc qui marchouille. Je crois que la meilleure décision de ma vie, c'est d'être allé voir ces investisseurs sur ma deuxième boîte et de leur dire, donc ils voulaient remettre 1 million d'euros. Des mecs incroyables, vraiment. Et de leur dire dans les yeux, les gars, écoutez, ça marche pas, ça marchouille, on y a mis vraiment le maximum, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais je pense que ça nous desservira à tous de continuer et qu'on trouvera d'autres façons de créer de la valeur ensemble. Donc on arrête. Et c'était super dur, hein. C'est des mecs qui ont 60 piges, ils me disaient non, on investit 1 million, tu vas y arriver Arthur, perds pas confiance en toi. Et je leur disais non, vous avez pas compris, c'est pas que j'ai perdu confiance en moi, c'est que j'ai pris confiance en moi. C'est que j'ai pris suffisamment confiance en moi pour accepter un échec. C'est une énorme diff. Et en fait, maintenant, j'accepte d'échouer et je suis à l'aise avec ça. Donc, laissez-moi échouer parce qu'après, on réussira d'autres trucs. Et j'ai comme ça, cette boîte, je l'ai vendue, alors in extremis. Tout le monde me disait c'est impossible, passe à autre chose. Mais en fait, j'ai réussi à vendre cette boîte. Et en fait, pendant cette aventure, donc c'est compliqué parce qu'il y a plein d'aventures en même temps. Donc, si je continue, mais bon. Pendant cette aventure, à la fin, pendant la dernière année de ce truc, donc en 2017, il y a en gros, je rencontre un mec, j'avais un pote qui était entrepreneur sur Paris, qui a une 40aine d'années, qui avait monté plein de trucs et qui connaissait un Américain qui s'appelle Mike Lou, qui a monté des grosses boîtes, qu'il a vendu plusieurs centaines de millions d'euros. Et ce mec-là venait de racheter un réseau social qui s'appelle Thriller et il voulait lancer ce réseau social. C'est un concurrent de TikTok, c'est de la vidéo musicale. Et donc Claude lui avait parlé de moi, donc Claude, mon pote de Paris, et lui avait dit, il y a lui, il commence à être à bien connaître ce monde-là. Et donc, je rencontre cet Américain qui me dit, écoute, moi, je cherche un mec qui connaît les communautés, les applis mobiles, les influenceurs.
j'ai trouvé que toi, donc maintenant tu gères l'Europe. Et donc, moi, j'avais encore mes 2 autres boîtes à côté. C'est là que j'ai un peu perdu le contact avec la nature pendant 1 année et demie. Et donc là, on se met à lancer Thriller parce que je me dis, cool, ça me fait une source de revenus pour mon autre boîte. Tout l'argent qui nous amenait, je le mettais pour payer les gens et pour continuer de faire, en gros, de la R&D et de faire grandir mon autre boîte sur laquelle on faisait ces fameux services avec en tête de proue Who's Up. Et là commence une vie vraiment folle, en vrai. Une vie où j'apprends vraiment l'ambition. Parce que, en fait, ce mec-là, c'est un fou. Il fait tout, il fait rien. Et du coup, on était 3 et il dit, bon, bah, première chose qu'on va faire, on va sponsoriser le All-Star Game aux États-Unis. Comme ça, on va se positionner. Et les gens vont se dire, ok, ça, c'est une grosse app. Je me dis, c'est fou, quoi, tu vois. Et du coup, ils me disent, viens avec tous les plus gros influenceurs français. C'est dans 4 mois. On commence par ça. Et moi, je me dis, bon, bah, ok. Donc, je fais le tour de mon carnet d'adresses. Je ramène des influenceurs, une dizaine, qui étaient vraiment bien et tout. On fait un voyage à Los Angeles. On sponsorise le All-Star Game. Et il a raison. Donc, on claque la moitié du budget. À la sortie du truc, on était vraiment perçu comme un GAFA. Et là, tout de suite, beaucoup plus facile de faire de l'acquisition d'utilisateurs. Ça n'avait plus rien à voir. Parce que ça y est, on était dimensionné, en fait. C'est super important de dimensionner. Et j'ai vraiment appris avec lui que avant, en fait, si tu peux rêver, tu peux faire. C'est une phrase de je sais plus qui. Mais en fait, c'est vraiment ce que ça veut dire. Et lui, il disait, on y va, on avance, on fait des gros trucs. Et il visait toujours des trucs de ouf. Et du coup, je trouvais ça bizarre, mais en fait, c'est vachement important. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une vie où j'avais Brainbox qui tournait. Donc, j'avais des bureaux à Lyon et à Grenoble. J'avais un petit bureau. Start Corporation, ma deuxième boîte, sur laquelle on avait un service qui tournait. On avait beaucoup trop d'employés. J'avais donc, vu que Thriller envoyait pas mal de cash, j'avais 16 employés sur Start Corporation, sans modèle économique, avec juste une boîte qui lève des fonds. Ne faites jamais ça. Mais en tout cas, voilà, on a surrecruté parce qu'on voulait un truc qui marche, quoi. Donc on y allait, plus des bureaux à Paris. Donc pour Thriller, on était une douzaine, et avec lesquels je travaillais avec plein de pays, principalement les pays européens, mais moi j'avais des appels tout le temps avec Los Angeles. Je parlais pas anglais à la base, donc j'ai regardé des TEDx tous les soirs et tous les matins comme un porc pendant 3 mois jusqu'à réussir à parler suffisamment anglais. C'était hardcore, parce que bien sûr en fac de sport il n'y a pas d'anglais, et du coup le gros bordel. Et du coup, cette aventure-là, elle est partie en live. On a fait plein de trucs. On est allé un peu partout. On emmenait les influenceurs partout. Et ça a généré des millions de téléchargements. Quand je suis parti, on était 300. La boîte, aujourd'hui, elle vaut 3 milliards d'euros. Enfin bref, c'est un délire. Aux États-Unis, c'est super connu. En Europe, moins. Mais par contre, c'est bien développé quand même. Et le truc est vraiment devenu gros. Et donc là, j'ai vraiment énormément appris. Et j'étais trop content parce que j'étais au service de gens que je trouvais inspirants sur cet aspect-là. Mais par contre, il n'y avait aucun sens à faire cette boîte. Je me rappelle, je disais tout le temps au mec, ouais, j'ai cette idée, on pourrait faire ça va aider à faire ça, machin. Et il me disait, non, Arthur, we are going to do $1 billion company. C'était la seule, tu vois, la seule ambition. Et moi, j'étais là, ouais, mais pourquoi faire une $1 billion company? Et j'ai toujours pas eu de réponse. Hein. Les mecs veulent juste faire une $1 billion company. Parce qu'en fait, ils avaient des trucs à se prouver. C'est des gens fantastiques qui ont appris plein de choses, mais ils ont vraiment trop de trucs à se prouver. Et moi, en fait, j'avais rien à me prouver. Vraiment, je crois que c'est la plus grande force de ce monde, c'est que je peux tout perdre. Aujourd'hui, je perds Time, vraiment. Hein. J'y aurais mis toute ma vie. Ça fait 1 an et demi que je suis bénévole et qu'on fait 50 heures par semaine, mais je n'aurais aucun problème à arrêter Time si je deviens néfaste pour le projet ou si juste ça marche pas, quoi. Parce que je vais retourner dans la forêt et dans la forêt, t'es bien. Qu'est-ce qui te donne cette grande confiance et cette tranquillité, tu vois Que quoi qu'il arrive, je vais aller dans la nature, je vais faire des randos et j'ai besoin de rien pour ça. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Je me démerderai toujours pour gagner suffisamment d'argent pour être capable de faire ça. Et en fait, on est heureux simplement. Hein. C'est bizarre. Des fois, je passe par un petit paillou, mais en fait, c'est d'une force, je vous jure, d'être les randonnées. Et d'ailleurs, j'écoutais hier un psychologue qui parlait des randonnées. Il disait, en fait, t'envoies n'importe quel dépressif, même au stade le plus avancé, faire 2 heures de randonnée par jour pendant 2 semaines, il n'est plus dépressif. Parce qu'en fait, tu prends du recul. Tout est si immense, la nature est si immense. Et t'es là et tu vois ça et tu dis, oh là là, on s'en fout. Moi, je suis le plus je m'en foutiste du monde. J'adore et je suis très impliqué dans ce qui me passionne, mais je m'en fous. Je sais pas comment vous dire ça, c'est un peu bizarre. J'ai pas de pression et je veux pas en avoir et j'en ai eu. Ça m'est arrivé une fois, pour être tout à fait honnête, de me réveiller la nuit avec l'envie de gerber parce que je me suis dit, putain, merde, mec, ces gens vont perdre leur argent à cause de toi en parlant de mes investisseurs. Mais en fait, je suis allé voir ces gens, je me rappelle, c'était 7h du mat, je leur ai confié ça, je leur ai dit, les gars, je sens qu'on va pas y arriver, je suis trop mal à l'aise. Et incroyable, ces mecs qui sont des gros chefs d'entreprise, ils m'ont dit, mec, tout va bien, calme-toi, on a investi chez toi parce qu'on croit en toi, il n'y a pas de problème. On sait que tu fais tout ce que tu peux, quoi. Et tu vois, sur Time, c'est pareil, il y a des dizaines de milliers de mecs qui investissent sur nous et on fera tout ce qu'on peut. Mais à un moment, quand tu as fait tout ce que tu peux,
faut pas te mettre de pression, sinon ça devient malsain en fait. Et c'est là que tu performes et que tu réussis, c'est quand t'as pas cette pression. C'est quand tu te dis je fais de mon mieux. Et j'assume de faire de mon mieux et de donner tout ce que je peux, quoi. Et avec ça, je suis tranquille, quoi. Tu vois, tant que tu prends pas les gens pour des cons et que tu fais de ton mieux, voilà, la vie, il faut pas qu'elle te stresse, quoi. Et je pense que ça, c'est important. Bref, du coup, cette aventure thriller a duré 1 an et demi, mais je trouvais pas de sens. Et à la fin de ça, ils m'ont proposé des gros stock options, en gros, qui équivalaient à 10 millions d'euros, vestés sur 5 ans. Donc, à 5 ans, il fallait que je sorte avec mes 10 millions d'euros, plus un énorme salaire et être head of growth monde de la boîte, donc avec 300 employés. Et en fait, là, j'ai vraiment eu une prise de conscience de ouf. Donc, je continuais d'aller tant que je pouvais dans le Jura, tout ça, mais en fait, tu vois, j'ai fait l'anniversaire privé de Snoop Dogg, machin, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, j'étais plus assez dans la nature et je commençais à être pas bien. Je faisais mon sport à 23h le soir, je commençais à être stressé parce qu'on n'arrêtait jamais, parce qu'il n'y avait pas vraiment de sens. Et du coup, quand ils m'ont fait cette propale, j'ai dit non merci, genre en mode ultra spontané. Et genre, j'ai juste vu des sourcils faire tong, tu vois. Et en fait, moi, je me suis dit, waouh, t'as répondu non, merci. Ils ont compris qu'ils avaient un extraterrestre dans l'équipe, quoi. Non, mais pas vraiment, mais c'est juste qu'on n'était pas. C'est juste que je m'en foutais. Enfin, je m'en foutais de leur thune. Vraiment, je m'en foutais. Et là, j'ai senti une renaissance en sortant. Parce que je me rappelle quand je suis sorti, et j'espère que j'oublierai jamais ça, j'ai explosé de joie en mode, mec, t'es Arthur plus que t'as jamais été Arthur. Tu vois, t'as refusé 10 millions d'euros. Et t'es refait, tu vois. Et en vrai, je savais que j'étais plus riche que si j'avais pris 10 millions d'euros parce que j'étais fier de moi et j'étais heureux avec moi-même et j'étais avec mon ADN à 100 milliards de pourcents. Et je savais pas ce que j'allais foutre, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, j'ai donné un ultimatum à mes employés sur Start Corporation. Je leur ai dit, les mecs, si on trouve pas de modèle économique dans 3 mois, je fais pas la levée de fonds parce que mes invests, ils étaient trop chauds, ils voulaient les mettre ces thunes parce que ça sert à rien en fait. On va tous perdre du temps dans notre vie et ce temps-là, il est plus précieux que l'argent qu'on pourrait y gagner. Et donc, s'il n'y a pas de modèle économique, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, c'est que c'est pas le bon moment, ou c'est qu'on n'est pas les bonnes personnes pour faire ça. Ouais. Ça provoque quoi là sur tes équipes quand tu leur dis ça ? Eh ben, alors déjà, tong aussi, je me rappelle. Mais truc de ouf, et c'est pour ça que j'aime bien croire dans les gens et je pense qu'il faut faire confiance aux gens et tout leur dire. Je leur ai dit, voilà, on a ça sur le compte. Voilà, vous le savez, hein. Vos salaires, vous savez tous comment ça marche. En gros, on dépense le double de votre salaire quand on vous paye. Donc, en gros, on peut tenir 3 mois. À la sortie de ces 3 mois, soit on a trouvé ce modèle économique et je vous jure, on y va, on fait la levée de fonds parce qu'on aura de quoi grandir. Mais sinon, moi, je fais plus une perfusion financière d'un truc qui n'a pas de modèle économique parce que j'ai grandi, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on fait une boîte. Et du coup, là où je me suis dit, ils vont à moitié se barrer, tu vois, vraiment, je me suis dit, ils vont se barrer, quoi. Tous les mecs se sont retroussés les manches et ont dit, non, on va trouver un modèle économique, mec. Ouf. Ils se sont tous défoncés. Franchement, magnifique. Mais on n'a pas trouvé de modèle économique. Donc bon, c'est pas grave, on n'a pas trouvé de modèle économique, mais à la fin de ça, on a dit, les gars, voilà, on s'organise. Et là, erreur d'abruti. En fait, Thriller, ça nous a amené au moins 500K de CA par an, tu vois, sur Start Corporation, hein, pour te dire, la thune qui nous filait, c'était du cash additionnel qui passait sur ma boîte juste parce que je disais, tiens, prenez ça pour faire tourner la boîte. 1 milliard de problèmes aussi, hein, mais que j'ai switché. Mais si vous avez des questions précises, je pourrais prendre des exemples dans les trucs qu'on a vécu. Et donc, en sortant de ça, je me dis, mais en fait, nickel, j'ai de quoi payer les ruptures conventionnelles. Donc déjà, des gens incroyables, ils acceptent de faire des ruptures conventionnelles, tu vois, ça n'existe pas. Hein. Mais en gros, c'était un peu le deal. Je leur avais dit, on a ça de thunes. Si on prend 3 mois, j'aurai juste de quoi faire des ruptures conventionnelles. Et donc, les mecs ont été tout à fait respectueux. Ils ont dit, OK pour les ruptures conventionnelles. Mais comme quoi, tu vois, bon, après, moi, je me suis dit, moi, je me prends rien. Tu vois, j'essaie aussi de montrer l'exemple. Parce que sinon, si toi, tu te prends un chèque en sortant et que tu payes tes gens à la rupture conventionnelle, c'est sûr que ça marche pas. Donc, il faut être un peu honnête quand même. Mais bref, on fait ça. Et en fait, mon expert comptable me dit, mais Arthur, le CA de Thriller, il t'a fait 120 000 euros de TVA, mec. Et donc, j'avais juste pas pris ça en compte, quoi. Moi, j'avais pris ma TVA du CA fait par la boîte en tant que telle, enfin, par l'activité de la boîte, mais pas par ce truc qui rentrait. Et donc, erreur de jeunesse encore. Donc là, je me retrouve avec 120 000 euros de dette et la boîte. Et là, phase difficile, les huissiers non-stop qui vont jusqu'à chez mes parents, des huissiers 2 fois par semaine chez mes parents. Donc là, t'imagines le revers. Mes parents qui commençaient à être sereins, qui commençaient à me dire, mais qu'est-ce que c'est Bernard Madoff. Enfin bref. Ils font quoi des parents dans la vie ? Alors, ils sont enseignants les deux, mais enseignants pour les... Alors, primaire pour mon père et maternelle pour ma mère. Et aussi, il faut quand même que je le reconnaisse, hein, c'est une énorme chance parce que c'est des gens très simples, qui aiment la culture, qui aiment les livres, qui ont toujours vécu avec 1800 balles par mois. Et ça leur va très bien, tu vois. Et ils vivent dans cette ferme, voilà. Ma mère, en haute carrière, elle a atteint 2200 balles, tu vois. Moi, je savais même pas que c'était... Je pensais que c'était mieux payé que ça, mais en fait, enseignant, tu vois.
Et en fait, elle s'en fout. Comme moi. Je n'ai jamais entendu dire, je suis pas assez payé, quoi. Donc, tu vois, je pense que ça m'a beaucoup imprégné, quoi. Et bref, tout ça pour dire que du coup, ils étaient méga stressés. Et là, je me dis, non, je peux pas aller à la barre du tribunal de commerce. Je sais pas, j'ai pas envie de faire ça. Je veux finir sur une bonne note ce truc. Et donc, je me dis, je vais essayer de vendre la boîte. Et donc là, je rencontre plein d'entrepreneurs. Donc, j'ai eu la chance pendant mon parcours d'être entouré de plein d'entrepreneurs incroyables. Qui au fur et à mesure sont devenus des amis, des gens qui ont vraiment monté des belles boîtes. Et ces gens-là m'ont beaucoup inspiré. Mais là, je fais le tour de ces mecs qui me disent non, mais tu pourras pas vendre la boîte. Next, quoi, tu vois, genre avance. Et je me dis putain, non, je peux pas. Même vis-à-vis de mes invests, je sais pas, je voulais pas. Et donc, du coup, je me suis fait une espèce de roadshow d'essayer de vendre les actifs de la boîte pendant 4 mois, avec toujours les huissiers ding-dong, les impôts tout le temps, les lettres et tout. Et franchement, c'est là que j'avais atteint le stade maximal de kiffer la nature parce que j'arrivais à pas stresser. Je me disais non, je faisais des balades, des randos, je disais c'est pas grave, tu vas trouver une solution, ça va le faire. Et vraiment, j'arrivais à être détente. Mais il y a quand même des fois où j'ai pris des petits pics, où je me suis dit ah putain mec, fais gaffe, tu vas stresser là, tu vois. Genre quand il y avait vraiment des trucs qui m'appelaient non-stop et tout. Et j'ai réussi à vendre la boîte à un groupe belge qui a dit ah l'actif il est cool, vas-y on y croit, on va faire un truc B2B avec. Et du coup je l'ai vendu in extremis, ça a épongé toutes les dettes et ça a bien finalisé de payer les ruptures conventionnelles et tout ça. Donc du coup belle sortie du truc. Direct dans la foulée j'ai vendu Brainbox. Donc là j'ai enchaîné en me disant allez donc là on est en 2018. Je me dis qu'est-ce que je fais de ce Brainbox là. J'avais plus d'employés dessus, j'avais tout réduit au minimum. Enfin, on a fini de réduire pendant l'année 2018, mais en gros, on a enlevé les employés parce que, pareil, on n'avait pas de dessin particulier pour Brainbox. Moi, c'est bon, j'avais donné, tu vois, faire des communautés sur des apps, j'avais plus envie de faire ça. Je regardais énormément déjà sur le dérèglement climatique. Le Jura, c'est de la moyenne montagne, donc la neige qui fondait à mort, les hivers qui étaient de plus en plus limités. Je suis un grand skieur de fond, il n'y a que ça à faire dans le Jura. Soit tu fais ça, soit tu meurs. Du coup, moi, j'ai fait ça. Et en fait, je savais qu'il se passait un truc. Et j'avais lu de plus en plus sur le dérèglement climatique et je prenais conscience du truc et je me disais putain c'est hard, ça va super vite. Et donc j'ai fait les rapports du GIEC, les Jancovici, tous les trucs. Ouais, donc du coup je voyais la neige qui fondait dans le Jura. Et bref, tout ça m'a fait vraiment prendre conscience de l'urgence climatique et je voulais plus faire ce que je faisais avec Brainbox. Et donc j'ai cherché à vendre Brainbox. On avait lancé une app de dating aussi sur Brainbox qui marchait. On avait lancé un jeu, enfin on avait pas mal de trucs. Et j'ai un groupe de dating qui m'a racheté. Donc super cool. Ça a duré un petit moment, mais en tout cas, on a fait la vente. Et donc là, pour la première fois de ma vie, j'ai touché de l'argent. Vraiment de l'argent, genre en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Et pareil, je me suis dit, trop intéressant parce qu'en fait, ça a été une expérience où je me suis dit, tiens, en fait, je sais pas ce que je vais faire de ça. Et vraiment, je savais pas ce que j'allais faire de ça. Et je sais toujours pas, hein, d'ailleurs. T'as un ordre de grandeur ? Ouais, plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi, tu vois. Et donc, alors pas 1 million d'euros, mais plusieurs centaines de milliers. Chose que je n'ai jamais eu parce que je m'étais jamais. Le plus haut salaire que je m'étais payé, c'était 1 000 euros. Mais parce qu'en fait, j'avais pas besoin de plus. Et vraiment. Et je pense que c'est une très bonne chose. Vraiment. Je pense que c'est une très bonne façon d'apprendre à vivre bien. Parce que après, on se met à consommer vraiment beaucoup de choses dont on n'a finalement pas tant besoin. Et du coup, c'est cool de vivre comme ça. Attention, je fais une grande parenthèse. Pas d'enfants. Pas possible de vivre en coloc, je suis à l'aise en coloc avec des gens, tu vois. Donc t'es pas à Paris. Exactement, je suis pas à Paris. Donc je fais quand même une parenthèse, tout ordre de grandeur respecté. Juste moi avec ça, j'étais bien. Je dis pas qu'il faut vivre avec 1000 balles hein. Il y a des gens pour qui c'est la misère atomique quoi. Quand t'as 4 enfants, c'est impossible quoi. Enfin, voilà. Mais moi dans mes circonstances, ça m'allait bien. Des parents derrière pour être en parachute si besoin, tu vois, attention hein, je suis très privilégié. Bref, tout ça pour dire que finalement je vends cette boîte et je me pose beaucoup de questions sur ce que je veux faire. Et donc pendant 6 mois, je me dis, en fait, c'est évident, je dois mettre ma vie au service de l'urgence climatique. J'ai mis 10 ans à comprendre qui j'étais, à savoir un entrepreneur, parce que vraiment, je sens que c'est ça. C'est faire des choses, me lancer, essayer, pas avoir peur d'échouer et aller dans le concret et dans l'action. Voilà ce que je fais, je sais que c'est moi. Je suis très impulsif, très à l'instinct. Et j'ai pas du tout de problème et je suis très confortable avec le fait de me foirer. Et donc ça, c'est cool. Et c'est aussi parce que j'ai été un peu youtubeur, que tu vois, je me suis prouvé des trucs en fait et ça m'a mis à l'aise. Et bref, du coup, tout ça pour dire que à ce moment-là, je me dis, ok, il faut que je consacre ma vie à l'urgence climatique. Plus rien ne fait sens si je fais pas ça. Je ne sais pas quoi faire d'autre que consacrer mon temps à l'urgence climatique. Je ne vois plus d'autres trucs pour lesquels je peux me lever. Et vraiment, je me suis dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'autre qui peut m'intéresser.
Et c'est phasé avec mon ADN, c'est ça y est, tu vois le terrain constructible, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Partout autour, c'est du marécage. Et c'était méga net. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, je me suis dit, je pense, et c'est mon postulat de base, que l'écologie a un problème, c'est qu'elle est très punitive, très moralisatrice, que tout le monde se tire dessus et cherche des coupables toute la journée, et qu'en fait, personne n'a envie de s'engager dans une cause comme ça, où tout le monde est dépressif et où tout le monde se tire dessus. Enfin, moi, le premier, tu vois. Et en fait, le problème de l'écologie, c'est que personne n'en a rien à foutre du fait que le monde est en train de partir en couille. Personne. Enfin, tout le monde est bienveillant. C'est rare les gens qui sont vraiment le mal incarné. Hein. Enfin, comme dit Nicole, à mon associé, tu peux en trouver 2-3 grands méchants dans Disney, et encore, tu vois. Mais en vrai, les gens sont des gens bien. C'est juste que parfois, ils sont dans des situations stressantes qui leur font prendre des mauvaises décisions. Mais la plupart du temps, les gens sont bien. Sauf quand ils sont déséquilibrés mentalement, et c'est une pathologie, tu vois, c'est pas pareil. Et du coup, je me dis, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens trouvent leur place dans l'écologie, parce que s'ils ne la trouvent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça leur convient pas, c'est que le discours porté, la croyance, est pas la bonne, quoi. Pas pour eux, en tout cas. Et moi, je me retrouvais pas non plus là-dedans. Parce que l'écologie, c'était consacrer mes samedis à aller avoir presque un truc extrême, presque violent, tu vois, en mode Extinction Rebellion, où tu crames des trucs, où tu peins des trucs. Moi, je me reconnais pas là-dedans, tu vois. Et du coup, même le mot écolo, je me reconnais pas dans le mot écolo, parce que justement il a été trop attaché à ça, à quelque chose qui est extrémiste, et en fait moi je parlais à plein de gens et ils me disaient oui mais moi je m'en fous pas que ça soit la merde, hein. Je m'en fous pas, mais juste je sais pas où me mettre, je n'ai pas de place, et du coup ou politique en fait, voilà ce que j'allais dire, c'était soit d'un côté ça, soit de l'autre côté très politique. Pareil, je me reconnaissais pas là-dedans. Et aucun stress, il faut tout, tu vois. Mais juste, moi, je me reconnaissais pas. Et donc, je me suis dit, quelle est ma croyance? Je suis reparti des premiers trucs que j'ai construits au début. Et donc, moi, ma croyance, c'est l'écologie doit se marier avec l'économie. Et la lutte contre le dérèglement climatique, ça peut être fun, en fait. Et ça doit être cool, en fait. Parce que ça doit être cool, en fait. Les humains, ils sont motivés d'abord par un truc qui est cool. Et il fallait que ça soit cool. Et donc, mon premier truc, ça a été de créer un startup studio qui s'appelait Optimist. Donc voilà, autant vous dire que le ton était donné. Et l'objectif d'Optimist, c'était de détecter des innovations pour lutter contre le dérèglement climatique qui soient très durables, c'était le mot que j'utilisais, qui n'est pas forcément le plus judicieux avec un peu de recul, et très rentables. Parce que je me disais, on ne pourra pas avoir d'impact si on n'a pas les moyens financiers de l'avoir, cet impact. Et donc j'ai commencé à monter cette boîte, j'ai fait tout le truc, et en fait je me suis associé avec Germinal, c'est un pote, c'est Grégoire Gambato qui a monté cette boîte, qui est un pote que je connais depuis longtemps, avant même qu'il crée Germinal. Et en fait je l'ai fait parce que lui, il était très bon pour justement tout de suite identifier le potentiel marché d'une innovation, grâce au gros hacking. Donc il allait tester très très vite des itérations sur une innovation ou quelque chose, des innovations de business model, des innovations d'applications sous forme de services ou de biens, et tout de suite, des itérations, pardon, et tout de suite, il arrivait à mesurer s'il y avait de l'attrait et si les gens étaient prêts à payer pour ou pas. Et je me disais, ça c'est cool, parce que si on arrive à détecter des trucs qui ont vraiment de l'impact, que cet impact est très mesurable, et qu'en plus on arrive à mesurer que ça va être rentable, on peut faire un super truc. Et donc j'ai commencé à créer ce startup studio, mais pendant que je le créais, donc là on est dans l'été 2019, pendant que je le créais, je sentais que en fait Germinal avait une autre vision, une autre croyance qui n'était pas tout à fait la même, et donc ça matchait pas assez bien. Ils étaient dans une période où ils voulaient faire de l'hypercroissance, tu vois, moi c'était pas forcément très cohérent avec ce que je faisais, bien qu'il y ait toute boîte à une phase de croissance. Je pense que c'est juste que de la croissance infinie, c'est pas sain, mais de la croissance dans une certaine mesure, c'est normal, et il faut pas... Un humain, il grandit, voilà, au début il fait de la croissance, après il s'arrête, il apprend qu'il faut plus grandir, mais en tout cas je pense que c'est normal, et du coup j'étais pas suffisamment bien, et là j'ai vu un mec qui avait des bureaux en dessous des miens, donc des bureaux que j'avais plus tard à Guillotière, en dessus des miens pardon, qui s'appelle Medicoli et qui est aujourd'hui mon associé, qui pareil, un peu le même cheminement que moi, trouvait plus de sens dans ces boîtes tech machin qu'il avait montées, et montait Time for the Planet. Donc rendons à César ce qui est à César. Time for the Planet vient de Mehdi et Nico, qui sont mes deux cofondateurs à la base, en tout cas avec ce nom-là. Et eux, ils avaient cette vision depuis 12 ans, mais en fait, ils s'étaient jamais lancés. Enfin, ils avaient cette vision de l'entreprise un peu qui pouvait servir à autre chose. Et en fait, j'avais déjà bouffé avec ce mec, on s'entendait bien, on avait échangé sur plein de trucs et on partageait cette vision justement d'entreprise libérée, de plein de trucs. Et en fait, je vois que le mec fait une vidéo sur Facebook où il annonce qu'il lance Time for the Planet, donc plus ou moins le Time for the Planet d'aujourd'hui, mais pitché avec un écouteur qui tombe, en tournant en rond dans son jardin en t-shirt dégueulasse.
Et je fais, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Et lui, c'est pas un communicant, tu vois. Mais j'écoute le truc et je dis, putain, c'est la même chose que ce que j'essaie de faire là. Et du coup, je l'appelle et je lui dis, bah mec, on est deux connards là, on fait la même chose, mais on la fait pas ensemble. Et du coup, il me dit, bah viens à Lyon, on en parle. Donc je suis venu à Lyon, c'est là que j'ai rencontré Nico et Laurent, qui est un des associés aujourd'hui, qui est un pote à eux d'enfance, qui avait un poste de dirigeant dans un gros cabinet d'experts comptables et qui était en train de se dire, vas-y, moi je démissionne. Enfin, tu vois, que des mecs qui ont posé leur burn vraiment. Et je me dis, putain, cool quoi. Moi, je voulais être dans la cage au lion. Je voulais être avec des mecs qu'on voit vraiment, vraiment. Je savais que cette fois, il fallait que je step up, que je sais pas, j'avais atteint le Arthur qui peut step up, quoi. Tu vois, je sentais, je sais pas comment exprimer ça, que ça y est, j'étais prêt à step up. J'étais plus le petit start-upper sympa, gentil, qui est un peu cool, qu'on met un peu dans la presse. J'étais autre chose et j'étais prêt à faire plus. Et du coup, je voulais être entouré de gens encore plus vénères que ça parce que je me disais, c'est qu'en étant dans la cage au lion avec des mecs incroyables que je vais step up encore. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours fait dans ma vie. Je me suis toujours entouré de gens meilleurs que moi parce que en fait, ça te tire à mort vers le haut. C'est un peu dur parce que tu te sens pas très bon très souvent. Mais par contre, putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Tu vois, tu progresses tout le temps, quoi. Et donc là, je me suis dit, ok, je pense que ces mecs, ils vont me faire step up. Et donc moi, j'étais très complémentaire d'eux parce que vraiment, j'étais la carte faire connaître le projet à grande échelle. Et eux, ils étaient vraiment la carte, on va l'exécuter à merveille, quoi. Et pareil, je me rappelle, la première truc que je leur ai dit, c'est les gars, si j'y vais avec vous, enfin moi, je vais mettre ma vie, quoi. Genre, je vais mettre ma gueule, je vais mettre ma vie, je vais tout mettre. Donc, sachez que genre, je suis arrivé au stade où c'est mon projet de vie, quoi. Et du coup, j'avais besoin de sentir ça chez eux et je l'ai vraiment senti. Tu vois, pareil, ils ont tous quitté des postes méga confortables. Ils pourraient tous gagner 25 000 euros par mois, mais vraiment. Mais ça les intéresse pas. Ils ont des enfants en bas âge pour la plupart et ils ont plus envie de ça, quoi. Tu vois, ils s'en foutent, en fait. Et du coup, là, je me suis dit, putain, trop cool, des mecs comme moi. Et c'est dur à trouver. Donc vraiment, là, je pense que le karma a vachement aidé et c'est trop cool. Et du coup, décembre 2019, on avait remanié un peu le projet, on avait bien consolidé le Time for the Planet, qui est le Time d'aujourd'hui. Décembre 2019, première conférence de Time for the Planet, on lance le truc à Lyon, fête des Lumières, grève, le bordel atomique, 220 personnes dans la salle, et premier soir, on lève 30 000 euros avec les gens dans la salle, quoi, et on se dit, ouais, ok, il y a un truc, c'est parti, quoi. Voilà. Ouais, tu vas nous parler de Time for the Planet. On a beaucoup parlé dans le podcast, dans les épisodes précédents d'association. Ouais. Là, tu dis, il me ressemble, on a la même volonté, la même ambition. Donc ça, c'est chouette, ça fait un terreau commun. Ouais. Mais c'est quoi les règles, le cadre que vous avez posé entre vous pour que ça fonctionne et que ça fonctionne longtemps? Parce qu'on a beau se ressembler, on a beau être amis, parfois l'association est très très compliquée. Comment vous avez délimité les choses pour vous donner les conditions de réussir ensemble? Carrément. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que déjà, on s'est dit, c'est dans l'action qu'on le sait, ça. Tu vois, genre, on pourra pas l'anticiper. Enfin, tu peux faire toutes les chartes que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est que dans l'action que les choses se décident, c'est que dans l'action que tu prends les bonnes décisions ou que tu vois les choses. Et donc ça, on le savait, parce qu'ils ont en moyenne 10 ans de plus que moi quand même, tu vois, donc ils ont quand même un peu de background aussi. Et donc on s'est dit, on y va, on avance, et on verra bien. Et c'est en construisant le projet. Mais par contre, ce qui est fort, c'est que le seul truc qu'on a dit et qu'on a tous bien ressenti, et on sait que c'est sincère chez les autres, c'est cette fois, c'est notre ego au service d'un projet. On n'autorisera plus le projet à être au service de notre ego. Aucun, tu vois, genre, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment kiffer, quoi. c'est ça qui est presque contre-intuitif, tu vois. Mais en fait, on sait que c'est comme ça qu'on va faire un énorme truc, c'est comme ça que ça va être énorme. Et surtout, le premier truc qu'on s'est dit, on fait un truc énorme, parce qu'en fait, on s'en fout, et qu'on n'a plus le temps de se dire, d'être timide. Mais par contre, c'est pas nous, avec nos petits bras, qui allons réussir ce truc énorme, c'est toutes les personnes qui pourront nous aider et tous les gens qui vont vouloir s'impliquer, qui seront meilleurs que nous, parce qu'on est sûr que sur cette cause-là, il y a des gens incroyables qui vont participer. Il faut qu'on les fédère et ce sera eux qui vont nous aider. Et c'est ça Time, hein, c'est pas nous avec nos petits bras. C'est pour ça que c'est un mouvement, c'est pour ça que tout le monde s'en empare. C'est ça la force du truc, c'est que même, pas encore, mais nous le but c'est que bientôt, même si nous on n'est pas là, ça tourne, quoi. Tu vois, il faut qu'on arrive à ça. C'est notre gros goal en fait. C'est genre on s'en fout de qui a fait Time. Et même, c'est mieux qu'on sache pas qui a fait Time, presque, je pense, dans le futur. Parce que c'est comme ça que ce sera plus gros, plus puissant. Et du coup, nous, notre challenge pour internationaliser, c'est de trouver d'autres. D'ailleurs, en interne dans la communauté, ils nous appellent les keepers. Parce qu'on n'est pas les cofondateurs, on n'est pas les patrons ou ces trucs bizarres. On est juste les garants. Tu vois, les garants, les gardiens des valeurs. C'est notre mission. Nous, on est là pour les valeurs. On exécute, on s'arrache la gueule, mais il y a des mecs qui apportent et il y en aura de plus en plus. Et nous, notre but, c'est que ça aille dans la bonne direction. Et c'était juste ça le contrat social du démarrage.
Après, on aurait très bien pu s'engueuler et pas s'entendre. Et c'est pas grave, on aurait fait dans notre coin des trucs, en fait, c'est sûr. Mais là, ça marche bien pour l'instant. Et je pense aussi qu'on atteint le niveau j'espère, de maturité et d'humilité pour se dire, s'il y a des tensions, on saura en parler. Et je crois qu'on y arrivera très bien. Et justement, vous vivez parfois des tensions, des moments de tension? Ouais, bien sûr. Comment vous les réglez? Comment vous les désamorcez? Bah, on s'appelle et on se parle. En fait, je crois qu'on a vraiment cette capacité à mettre nos égos de côté. Et ça, c'est vraiment la puissance du truc, tu vois. Et puis, en plus, on va pas se mentir, c'est dur pour pas mal d'entre nous niveau financier parce que on est bénévole depuis 1 an et demi, on fait 50 heures par semaine. Il y en a qui commencent à être en galère, tu vois, qui ont tapé toutes leurs économies. Il faut qu'on trouve des solutions, donc c'est un sujet, mais on veut faire ça bien. Et donc nous, nos salaires, ils sont entièrement décidés par l'Assemblée Générale, donc par 23 000 mecs. C'est eux qui les votent, c'est eux qui les définissent. S'ils ont envie, ils peuvent très bien dire vous n'avez pas de salaire, les gars. Et donc tu vois, c'est des sujets où des fois on discute, par exemple, on se dit est-ce qu'on priorise toi ou toi parce que t'es plus en galère. Et donc c'est pas forcément des sujets simples, mais en fait je le vois je vois qu'on est complètement capable de gérer ça parce qu'à chaque fois on est très mature, on se pose et on a une discussion calme. Et il y a des gens qui sont un peu moins détendus du slip, on va dire, que moi, mais sur d'autres aspects ils sont plus matures et en fait ça se compense très bien. Et je pense qu'on est, tant qu'on sera prêt à mourir, en fait, vraiment mourir entre guillemets pour le projet, tout ira bien, tu vois. Parce que moi, si demain on me dit factuellement, Arthur, le projet est en danger parce que tu te comportes plus de la bonne manière, et qu'on me dit il faut que tu sortes, je sors. Enfin, tu vois, genre si on me dit ça et qu'il y a mes 5 cofondateurs qui me disent ça, je comprendrais que je sais qu'ils sont sincères en fait et bienveillants. Et donc du coup, tout roule en fait. Et j'ai pas peur de devoir. J'ai pas peur de perdre le projet. J'y mettrai ma vie tant qu'il sera là. Et tant que je serai au service de ce projet, je serai très heureux. Mais j'ai pas peur de le perdre. Je sais pas comment exprimer ça, c'est vachement dur. Mais c'est une grosse différence par rapport aux autres projets que j'ai montés où c'était mon projet, tu vois. Je voulais qu'il réussisse, j'y avais tout mis. Et je m'identifie à travers ce projet. Aujourd'hui, je m'identifie pas à travers Time for the Planet, je m'identifie à travers la personne que je peux être grâce à Time for the Planet. C'est vachement différent. Et du coup, ça change tout pour moi. Et voilà. Tu peux nous parler de Time for the Planet parce qu'on en parle pas mal depuis tout à l'heure et pour ceux qui connaissent pas. Ouais, carrément, ça a été très bien pitché en début de podcast. Ceux qui connaissent pas, ils hibernent depuis des années, c'est pas possible. Non, attends, la route est longue. Mais en gros, Time for the Planet, c'est quelque chose de très simple. C'est un plan d'urgence pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. Pour la faire très courte, notre histoire aux 6 cofondateurs, c'est qu'on n'est pas des intellectuels du climat, on n'est pas des super-héros du climat. Comme plein de gens, on a pris conscience assez tardivement de l'ampleur du truc et on a compris assez tardivement ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont encore pas compris et il faut que les gens comprennent, mais chacun son niveau d'avancement dans ces problématiques, tu vois. Il n'y a pas de... Moi, j'ai des potes climato-sceptiques, vraiment. Et c'est toujours mes potes et j'arrive très bien à discuter avec eux. Mais tu vois, nous, on a vécu le truc. Je fais une parenthèse sur une anecdote. Il y a 1 mois, on part dans le massif des Bauges, j'adore. qui est un super massif, c'est hyper grave, faire une rando en VTT. Et on part avec un guide, Lucas, que je salue, un jeune de 22 ans qui connaît super bien le massif, etc. Et puis il nous emmène faire des tours, etc. Et puis au bout d'1 heure, il se pose, il dit « Vous voyez là-bas, là, il y a une remontée mécanique. » Il dit « Moi, quand j'étais à l'école maternelle, donc il y a 15 ans, il y avait de la neige tous les ans. J'allais à l'école en luge. Il dit cette année, si la remontée a ouvert 3 semaines dans l'année, c'est le bout du monde. » Ah oui. Et là, si tu veux, moi j'ai pris une claque en disant putain, mais on est bien les seuls cons à habiter en ville et à pas se rendre compte de ce qui se passe. Mais lui, 22 ans, il te dit, mais en fait, il se passe plus rien là. Ouais, le Jura, c'est pareil. On a plus de neige. 40% des stations directement confronté au truc, et donc lui te parle de quelque chose de concret. Et en rentrant avec Lucien, on se disait mais on est bien des cons à habiter en ville et à pas se rendre compte de ce qui se passe, mais parce que t'es pas au contact de la problématique véritablement. Mais ça, on pourrait faire un podcast entier dessus. C'est un vrai challenge, la ville, parce que à la fois c'est un moyen de vivre et de créer beaucoup de valeur et d'avoir une civilisation qui évolue, qui avance, parce que c'est en étant des millions qu'on fait tout ce qu'on a fait, hein. C'est pas si on était dispersés partout sur la planète, tu vois, c'est la collaboration comme d'hab qui nous fait avancer. Et en même temps, ça nous sort complètement de la nature. Tu vois, c'est ouf, mais la nature, c'est une rubrique dans les journaux, tu sais. Nature. C'est nous la nature, mec, stop. Et on est la nature. Et en fait, on l'oublie parce qu'on vit dans des murs de béton, on voit plus rien. Mais je conseille le documentaire Natura, qui montre par exemple que
le pourcentage de schizophrénie, de dépression est multiplié par plusieurs fois dans les villes, parce qu'en fait, on n'est pas fait pour vivre dans des trucs où on n'est pas au contact de la nature. Mais c'est tellement évident, en fait. Pour moi, je comprendrais même pas c'est difficile pour moi de comprendre les mecs qui comprennent pas ça. Ben ouais, je sais pas, c'est pas normal, en fait, ce qu'on fait là. Mais c'est juste qu'on s'en rend plus compte, c'est devenu tellement grand, on est tellement nombreux, qu'on voit plus, quoi. Tu te balades dans Paris, pour toi, c'est ça, la vie. Il y a une phrase de Steve Jobs, alors bon, je suis pas un grand fan de Steve Jobs, mais je trouve cette phrase bien. Il dit tout ce que vous appelez la vie autour de vous, ça a été bâti et construit par des humains qui ne sont pas plus intelligents que vous d'ailleurs. Ben, c'est vrai, tu vois. On appelle la vie un truc qui n'est pas du tout la vie. Hein. Et moi, j'aime bien dire ça. Je pense que quand tu vis que dans les villes et que tu passes ta vie dans les villes et dans la civilisation humaine, dans la société humaine, tu passes à côté de 99% de ta vie. Tu peux avoir une très belle vie, mais tu es passé à côté de 99% de la vie. Et c'est ce week-end, d'ailleurs, j'en parlais avec un de mes très bons potes, et j'ai eu une phrase un peu spontanée. On faisait du vélo, je kiffais la vie, et je disais, en fait, grandir, c'est apprendre à aimer la vie et pas le système. Parce qu'en fait, tu vois, on apprend à aimer le système, on apprend à aimer consommer, s'acheter des trucs, se divertir avec tout ce que le système nous offre, tout ce que... Le système, c'est un mot un peu fourre-tout, mais pour dire le système, c'est la société, la civilisation, le fonctionnement, les mécaniques entre les humains. En fait, on apprend à aimer ça d'abord, parce que c'est normal, on est dans cette grande famille, mais en fait, on passe à côté de tout le reste, et un jour, on dit « Waouh, la vie, mais c'est tellement plus grand. Le système, c'est un tout petit truc dans la vie. » Et en fait, là, on commence à aimer la vie, et quand on commence à aimer la vie, on se dit « C'est ouf, en fait. » Et moi, je commence à aimer la vie vraiment, tu vois. J'ai souvent été au contact de la vie, mais tout nous ramène au système. Toutes les pubs, elles te parlent des choses du système, elles te parlent pas de la vie. Tout ce que tu fais, toutes les discussions qu'on a, c'est tout autour de nos petits trucs à nous. Et c'est bien, tu vois. On parle de nos petits jeux, le foot, on parle des trucs qu'on a réussi à faire, on a créé un iPhone. C'est formidable, hein, on est incroyable. Mais à côté de ça, t'as 4 milliards d'années de R&D là, qui sont en train sur lequel tu marches et tu t'en fous. Et en fait, c'est fou parce que quand tu regardes la vie, mais en fait, tu te dis, on est quand même des petits joueurs. C'est vrai. Et moi, j'arrive à m'émerveiller maintenant dans des trucs très simples. Et j'adore cette citation d'ailleurs qui dit « Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement ». Je crois que ça résume tout. C'est en fait, il y a des merveilles partout, mais nous, on ne sait plus du tout les prendre en compte parce que pour l'instant, on est dans le petit système je renie pas. Mais par exemple, des fois, je me trouve aberrant. On s'extasie devant l'architecture, par exemple, des humains. C'est cool, on a taillé une pierre, tu vois, et on en a fait plein, et ça a pris des millions d'années, et à l'échelle de nous en tant qu'individus, c'est fou. Mais si on sort de cette échelle d'individus, mais tu vois ce que la nature a fait, et tu dis, ouais, je devrais quand même peut-être plus m'extasier devant ça. Tu vois, il y a des trucs de fou. Genre, tu vois des paysages, des montagnes de malades sculptées par des millions d'années, où il y a eu des énormes mouvements géologiques, des rivières qui sont passées, du vent, des trucs de fou furieux, des glaciers de 10 km d'épaisseur là-dessus. Et nous, on a taillé une pierre, quoi. Tu vois. Et du coup, je pense qu'on devrait apprendre à avoir plus de subtilité. Genre vraiment. Mais c'est normal. On a nos étapes dans la vie. Et d'abord, et peut-être que moi, je loupe plein de trucs de la civilisation humaine aussi, tu vois. Toute proportion gardée, je suis peut-être pas capable d'apprécier des choses parce que je les comprends pas assez. Donc j'attends de voir. Mais en tout cas, de mon point de vue de mec de la nature, je trouve que faut qu'on arrête de se gargarir de trucs qui sont vraiment gentil, quoi. Enfin, tu vois, si on disparaît dans 1000 ans, il n'y a plus rien. Hein. Et 1000 ans, c'est rien, hein, on s'en fout. Hein. Et donc, faut se détendre un peu quand même. C'est juste ça. Et je commence à aimer la vie. Donc, ça me fait plaisir parce que je découvre la vie. Et en fait, et c'est trop cool parce que c'est une vraie prise de recul. Et du coup, qu'est-ce qui est important une fois que tu as fait ça, tu vois ? Pas grand-chose, finalement. Enfin, qu'est-ce qui est grave ? Pas grand-chose. Si tu es en retard à un rendez-vous, manque pas de respect aux gens et excuse-toi, mais t'en fais pas un monde. Si tu es pris dans un bouchon, tu te dis qu'il y a un problème avec notre société et qu'on ne devrait pas perdre du temps dans un bouchon, mais c'est pas grave. Et en fait, tout est simple quand tu prends du recul comme ça. Et je pense que c'est dur pour les gens qui habitent en ville de prendre ce recul parce que ouais, tu vois pas en fait. Et ça, c'est un vrai énorme sujet. Je pense que je vais creuser dans ma vie et qui un jour, à mon avis, me fera écrire des choses. Non mais vraiment, j'ai la chance d'avoir été dans les deux mondes et de comprendre les deux mondes. Et tu vois, les gens à la campagne, ça fait une énorme diff aussi. Enfin, moi, j'ai des grands-parents qui ont 91 ans. Ils sont bien, quoi. C'est fou. Parce qu'ils n'ont jamais foutu les pieds dans une ville. Et qu'ils ne foutront jamais les pieds. Ils sont dans un village de 200 habitants et je sais pas, ils sont bien. Mais parce qu'on est fait pour ça. Quand on est petit, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on grimpe dans un arbre. C'est pas pour rien. Hein. Bon, maintenant, on prend TikTok. C'est dommage. On
on digresse là. Oui, on va déprimer si on pense trop à ça. Non, il ne faut pas déprimer, au contraire, c'est cool. Moi, je pense que c'est positif, tu vois. Et pour en revenir sur Time. Ouais, alors Time, du coup. Là, vous êtes combien ? 23 000 associés ? Ouais, on est un peu plus de 23 000 associés. Vous avez levé maintenant. combien en tout ? On a levé, alors en vrai, on a levé 7 millions, mais on les a pas ajoutés au compteur encore. On commence à signer des deals avec des grands groupes. Et sur le compteur, on est à 4 millions 2. D'accord. Ouais. Donc, peut-être réexpliquer Time en deux phrases comme ça. Mais tu l'as bien fait tout à l'heure. Mais en gros, Time, le constat, il est super simple. Nous, on voulait agir en tant que simple citoyen. Ce qu'on a vu, c'est que c'est dur d'avoir de l'impact quand tu es juste un simple citoyen, que personne s'en fout, comme je le disais, mais comme on aime bien dire, tu parles du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité, et toi, en gros, tu peux acheter une trottinette et faire pipi sous la douche. Donc, c'est assez difficile. Il y a une dissonance qui est difficile à vivre pour beaucoup de gens, et on n'a pas d'outils. Et nous, on avait cette conviction que l'entreprise, c'est un outil formidable, en fait, parce que l'entreprise, c'est ce qui crée nos modes de vie. La façon dont on produit les biens et les services à l'échelle mondiale, ça impacte directement notre manière de vivre. Et on a la conviction que si on doit transformer nos modes de vie à très grande échelle, c'est tout le point de la transition, cet outil qu'est l'entreprise est le plus adressé. Il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, ça a changé nos modes de vie en quelques dizaines d'années. Donc ça peut le refaire, tu vois, il n'y a pas de problème. Et donc nous, l'idée de Time, c'est de dire, ok, on se pose et on se dit comment on imagine l'entreprise qui permet de servir les enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique et plus les enjeux du siècle d'avant. Chaque siècle a ses enjeux, c'est très bien. On n'a rien contre les enjeux du siècle passé, on n'a rien contre le modèle traditionnel des entreprises, mais on pense que ça serait très très dommage de ne pas faire évoluer ce modèle pour continuer d'utiliser l'entreprise comme quelque chose de bénéfique, de vertueux. Et donc on s'est posé en disant comment on réimagine une entreprise qui sert les enjeux du siècle avec ce petit truc en tête qu'on a appris dans le temps qui est on ne peut pas tout réinventer. Il faut que ça soit incrémental, mais des fois, en changeant quelques petites règles dans le système, tu lui permets de prendre une direction complètement différente. Et nous, on a cette conviction. Et donc, Time for the Planet, c'est une entreprise qui crée des entreprises. Voilà ce qu'on fait. Toutes ces entreprises, on les crée en détectant des innovations à impact contre les gaz à effet de serre, parce que le GIEC nous dit qu'il nous faut de la sobriété et des innovations, et que les innovations vont nous aider à être plus sobres. Alors, la boucle était assez vite bouclée. On ne parle pas d'innovation pour faire des jetpacks photovoltaïques. On parle de trucs pour lever des verrous hyper important qui nous bloque dans le monde des énergies fossiles. Et en face de ça, ce qu'on voit, c'est que pour nous, toute l'énergie des créateurs d'entreprises, elle doit être mise au service de ce combat. Et donc, on propose à des créateurs d'entreprises chevronnés, bien meilleurs que nous, de venir s'associer à ces innovateurs qui ne sont pas des entrepreneurs pour les aider à trouver des modèles économiques très puissants et à transformer ces innovations en biens et services qui peuvent passer dans notre quotidien à toutes et tous à très grande échelle. Donc finalement, c'est juste créer des entreprises en associant des innovateurs qui proposent des innovations qui changent la donne, et des entrepreneurs qui sont très bons, qui ont une vraie énergie, et qui pour nous sont capables de façonner le monde dans lequel on vit. Si on met les deux ensemble, on est capable de faire un truc. Et donc nous, Time, on crée cette connexion, on chapeaute ça, et on finance. On co-crée les boîtes avec ces deux parties, et ensuite, on s'est dit comment on gagne à tous les coups. Et c'est là que viennent les subtilités de Time for the Planet, parce qu'on s'est dit, si on fait ça, il faut que ça soit gros, et il faut que ça puisse réussir quoi qu'il advienne, parce qu'en fait, on n'a plus le temps d'échouer. Donc réfléchissons le truc à fond. Soyons pas timides, encore une fois, comment on fait pour gagner à tous les coups ? Premier truc, on s'est dit, c'est pas nous avec nos petits bras qui allons réussir un truc mondial qui a un impact de fou. Il faut avoir de l'humilité. Comment on fait pour réussir un truc énorme ? Il nous faut les meilleurs. Comment on fait pour avoir les meilleurs ? Il faut qu'on soit un mouvement citoyen. Et ça boucle la boucle, parce qu'en fait, on voulait que tout le monde puisse s'emparer d'un outil qui lui permette de lutter à grande échelle et d'avoir de l'impact contre le dérèglement climatique. Et là, on se dit, très bien, structurons-nous en mouvement. N'importe qui peut rejoindre l'aventure, donc devenir actionnaire du projet à partir de 1 € sur notre site et devenir copropriétaire de ce truc. Copropriétaire et donc responsable aussi, au même titre que nous, de cet objet, pour participer à la lutte en le faisant grandir. Ça, c'était le premier hack de Time for the Planet et on s'est dit, c'est très important. Le deuxième hack, entre guillemets, c'est qu'on s'est dit, créons 100 entreprises. Mais comment on fait pour faire réussir 100 entreprises à tous les coups ? Parce qu'on sait déjà qu'en créer une, c'est dur, qu'il y a beaucoup de chances d'échouer, que c'est comme ça. Mais on n'est pas naïf et on a conscience de la difficulté de monter une boîte. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse autrement. Et là, on s'est dit, partageons. Puisque aujourd'hui, notre ambition à tous et tous, c'est de lutter contre les gaz à effet de serre et que peu importe si on le fait en Chine, en Inde, en Afrique, ça va fonctionner. Essayons de faire en sorte que les boîtes qu'on crée puissent réussir même si nous on échoue en les créant. Et donc là on s'est dit open source. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on partage gratuitement les licences qu'on crée sur chacune de ces innovations avec n'importe qui partout ailleurs sur la planète pour que n'importe qui puisse dupliquer nos entreprises et les commercialiser gratuitement.
Et le but de ça, c'est de faire en sorte qu'on crée 100 marchés et pas 100 entreprises. Comme ça, on est beaucoup plus résilient et nous, on peut se viander dans notre coin. L'innovation, elle va quand même bénéficier à l'humanité parce que d'autres plus habiles, plus malins, plus agiles vont réussir ailleurs. Et c'est ça qui nous importe. Et ce qui est trop bien avec l'open source, c'est que tu as des droits et des devoirs quand tu crées des licences libres. Et donc, tu as notamment 2 devoirs qui sont vraiment bien. Le premier, c'est de repartager l'ensemble de tes propres améliorations avec tous les possédants de la licence. Donc, chaque fois qu'un mec améliore la solution quelque part, tout le monde s'améliore. Donc, tu fais une R&D à l'échelle mondiale et tu vas beaucoup plus vite. Et la deuxième chose, c'est que tu dois repartager ton propre impact, donc les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à ton activité. Peu importe où tu es sur la planète, tu les repartages avec tous les gens qui partagent la même licence que toi. Et nous, ça nous permet d'avoir un impact qui est démultiplié par le nombre de protagonistes. Donc très important pour nous de passer en open source. Et on va rater des boîtes, tu vois, il faut que je le dise tous les jours et je vais continuer de le dire. Tous ceux qui sont associés de Time, écoutez-moi, on va rater des boîtes. Mais d'autres doivent les réussir et c'est ça l'objectif. Nous, on n'est pas parfait et c'est normal de rater, mais par contre, il faut vraiment qu'on rate pas un truc, c'est le fait que d'autres puissent continuer ce que nous, on a raté. C'est ça qui est important, parce que l'humanité, elle collabore et elle fait de l'essai-erreur à haute fréquence, donc c'est le but. Et dernière chose, et la plus importante, je pense, c'est que ces gens-là, ils viennent pas pour chercher de la rentabilité financière. Donc c'est un peu un nouveau genre d'actionnaire, parce que nous, on veut leur proposer du dividende climatique. On pense que c'est louable de se verser des dividendes financiers, pas de souci, on a vécu de ces modèles, donc tu vois, on va pas cracher sur les gens qui le font, mais on pense qu'on est à un stade de la compétition où il va falloir qu'on rémunère les actionnaires et qu'on récompense leurs efforts autrement avec des indicateurs de performance qui sont liés à nos enjeux. Et pour nous, les indicateurs de performance, là, ils doivent être environnementaux. Et donc, nous, les indicateurs de performance de nos boîtes sont environnementaux. Et si ces indicateurs ne sont pas bons, la boîte est en échec. Même si elle est très forte du point de vue économique, si les indicateurs environnementaux ne fonctionnent pas, on n'est pas en succès. Et donc, on doit se mettre en disposition de transformer la boîte pour qu'elle soit en succès vis-à-vis de ces indicateurs-là. Ça veut dire quoi ? Juste que les actionnaires, ils sont rémunérés avec ce qu'on appelle le taux de retour pour la planète. Donc tous les ans, ils obtiennent une quantité en tonnes de gaz à effet de serre non émis ou captés grâce à leur investissement. Donc ramenés à leur investissement. Tu as mis 10 €, je te dis combien de tonnes ou de kilos ont été non émis ou captés grâce à toi. Tous les ans, tu chopes ton dividende climatique. Nous, on pense que c'est très important d'amener des nouveaux acteurs comme ça, des nouveaux... en fait, juste des nouveaux indicateurs de succès, comme tu le disais très bien tout à l'heure, qui sont liés à ce qui est vraiment important aujourd'hui. Et donc pour nous, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est être capable de collaborer à l'échelle d'une civilisation pour préserver notre terrain de jeu. Parce qu'en fait, la planète, elle s'en fout de nous. Hein. Nous, si on dégage, et ça va bien aller. Hein. Elle est là encore pour 4 milliards d'années, elle se démerdera. Mais en fait, nous, notre terrain de jeu, il faut qu'on se responsabilise. C'est comme des mecs qui vivent en coloc. On laisse pas un merdier absolu et on laisse pas l'appart prendre feu. On fait gaffe et on se responsabilise, on se donne des rôles, on se donne des tâches, on s'organise quoi, en tant que grande famille. Et bien là, aujourd'hui, on pense qu'on manque d'un indicateur pour s'organiser correctement et qu'il faut qu'on redéfinisse des indicateurs de succès pour qu'on puisse collaborer à nouveau de manière pertinente et efficace pour préserver notre terrain de jeu, chose qu'on souhaite tous. Voilà, donc c'est ça Time for the Planet. Et ce qui fait une diff, ce qui change un peu le paradigme, et ce que je trouve génial avec Time, c'est que vu qu'on utilise le pouvoir de l'argent, mais sans parler de profit, en fait, déjà on peut aller très vite parce qu'on utilise vraiment des trucs qui sont stock, qui sont vraiment puissants. Je pense que c'est les mécaniques et les parties du système les plus efficaces, les plus puissantes qu'on ait fait pour faire bouger des choses et pour créer de la collaboration à grande échelle. Mais surtout, la force du truc, c'est que nos actionnaires, quand on crée nos concurrents et que nos concurrents nous battent, ils sont contents, ils ont gagné. T'imagines ? C'est trop cool. Donc plus on crée des concurrents, plus les concurrents grossissent, plus ils sont forts, plus les actionnaires plus les actionnaires sont refaits quoi. Et plus on leur fait gagner du dividende climatique du coup. Vous en êtes où là ? Les premières boîtes sont en cours ? Ouais, alors là c'est vraiment, on y est, là, on est chaud là. En gros, on a mis 1 an à lever le premier million d'euros et là on a pris une belle traction exponentielle. Maintenant on a levé 1 million d'euros en 1 mois, là donc c'est cool, on accélère bien. On n'attend pas du tout d'avoir 1 milliard pour créer des boîtes, évidemment. C'est juste notre cap et notre direction. On crée les premières boîtes le 26 juin, donc demain, là, je sais pas, c'est très bientôt. On a... De quoi ? 9 jours. Exactement. On a reçu 450 dossiers d'innovation depuis qu'on a ouvert notre appel à innovation en décembre dernier, donc il y a 6 mois. On a mis en place tout un process de sélection des innovations ultra communautaires où tout le monde peut devenir évaluateur et noter nos innovations sur 6 critères pour voir si elles rentrent dans le périmètre de Time, si elles correspondent à ce que nous on vise, c'est-à-dire capable de changer la donne au niveau mondial, pas bullshit évidemment, pas dangereuse au niveau de la biodiversité, de l'eau, des sols, des externalités négatives dans leur ensemble. On a 6 critères très précis. Et quand ils ont fait ça,
ils ont créé un top 10 en l'occurrence pour le premier, qui passe dans notre comité scientifique, 14 experts qui sont très complémentaires et qui doivent décider par consensus également quelles innovations correspondent à Time for the Planet, à nos attentes ou non. Une fois qu'il y a ça, troisième étape, on vient tester la réalité économique. Donc là, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, mais ce qu'on fait, c'est qu'on le fait avec les entrepreneurs qui candidatent pour gérer les boîtes de Time for the Planet demain. Et pour le coup, putain, il y a des fous furieux, quoi, donc on est très contents. Et ces gens-là, ils vont tester et ils vont vérifier que oui, les boîtes peuvent être rentables et grandir. Et une fois qu'on a fait ça, vote en assemblée générale, c'est ça qui a lieu le 26 juin. On propose des innovations aux associés et on leur dit, est-ce que vous voulez investir dessus? Oui, non. Avec la fiche, ils ont tout, on leur a fait des prêts, évidemment une note de synthèse qui fait pas mal de pages où on explique exactement tout, comment on a fait, c'est validé par notre conseil de surveillance, enfin voilà, c'est tous ces trucs-là. Et ce qui est important à comprendre, c'est que vraiment, ce principe, tout est agile en fait. Enfin, chaque fois qu'on va nous proposer de nous améliorer, que quelqu'un, un associé, une personne dans le protocole, ou va nous dire on peut faire mieux là, tac, on va s'améliorer. Et du coup, c'est fou parce que Time for the Planet ne fait que de s'améliorer tout le temps. Parce qu'il y a tellement de gens qui te proposent des trucs, que ce soit le conseil de surveillance, les actionnaires, c'est trop ouf, ça co-construit en permanence. Des fois, ils amènent juste un petit micro-détail, mais en fait, ça participe à tout le temps améliorer la bête, à renforcer, etc. Et moi, j'ai une question que je me pose, et on aura la réponse dans 10 ans. Hein. C'est est-ce que cet ultra collaboratif va nous casser l'agilité, parce que de plus en plus de petites règles, de petits trucs, ou est-ce qu'au contraire, ça sera le paroxysme de l'agilité? Je ne sais pas. Donc on va voir. Et ce qu'il faut bien comprendre, juste pour préciser, c'est que les boîtes concrètes sont rentables, doivent être rentables, mais Time for the Planet est non lucratif parce que tout l'argent généré par la rentabilité de ces boîtes, on le réinvestit toujours pour recréer des boîtes. C'est pour ça qu'on ne rémunère pas économiquement nos actionnaires, parce qu'ils ne sont pas là pour ça, parce qu'on veut réutiliser cette force qu'a l'entreprise de créer de la plus-value pour toujours accélérer Time for the Planet. Chaque fois qu'une entreprise, c'est quoi? C'est des hommes, des ressources, tu les fous dans une boîte noire comme les fonctions en maths, ça sort des produits et des services, plus une marge financière. C'est ça le pouvoir d'une boîte. Et cette marge financière, t'en fais ce que tu veux. Et ben nous, on a décidé qu'elle nous servirait à accélérer toujours réinjecter pour recréer plus de boîtes. C'est ça le modèle de Time, c'est cette capacité à générer plus d'argent. Elle doit être au service de l'urgence climatique. Et pas au service des actionnaires. Parce qu'on trouve ça fou, cette capacité à générer plus d'argent. C'est fou. Tu crées un capital qui fait que de grossir et que si tu le réutilises tout le temps pour recréer des boîtes, en fait, ta machine, tu vois, elle est exponentielle. Ouais, en tout cas, vous êtes en train de prouver qu'un autre modèle est possible, que ça fonctionne, que ça fédère. On est en train de prouver que les gens y croient. Est-ce que ça sur fonctionne? le chemin. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. En tout cas, ça marche. Je vois qu'il est l'heure pour toi. Ça passe vite. Oui, ça passe très très vite. On a encore plein de questions, il faudra revenir. Est-ce qu'il y a un dernier mot, une dernière idée que tu souhaites faire passer avant qu'on se quitte? J'aime bien passer ce mot climato-optimiste. C'est un concept que je lance là. Non, mais je trouve qu'il exprime ce que je suis, c'est-à-dire le fait que bah oui, on a fait des erreurs, comme on fera des erreurs encore. Bah oui, il y a des choses qui vont pas bien parce qu'on est arrivé à un certain stade où on se rend compte que on mesure le fait qu'on a fait des erreurs. Et ben c'est comme ça qu'on avance, bordel. Donc maintenant qu'on a mesuré qu'on a fait des erreurs, réparons-les, proposons des solutions, avançons. C'est pas grave de faire des erreurs. Si on faisait jamais d'erreurs, il se passerait rien. Donc no stress, on a fait des erreurs en tant qu'humanité. Mais moi j'ai confiance en nous. Je pense que vraiment on est capable de... Il va se passer des trucs pas cool, c'est comme ça, mais en fait c'est à nous de choisir si on veut aller vers une direction qui est optimiste justement, ou si on veut dire non c'est cuit, on a fait de la merde, voilà. J'aime bien cette analogie, mais un enfant qui tombe quand il apprend à marcher, il dit pas peut-être que je suis pas fait pour marcher, il se relève, il va finir par marcher. Bah là on est tombé, on s'est fait un peu mal, on n'a pas fini de se faire mal, mais relevons-nous quoi. Nous on est en plein dedans là. Ok, génial. Oui c'est vrai. Non, super, merci beaucoup Arthur. Merci à vous. Je pense qu'on a passé un super moment, ton franc-parler, ton optimisme justement qui fait du bien sur ces sujets-là, qui sont des sujets très sérieux, mais qu'on peut prendre avec optimisme. L'énergie que tu nous transmets, Tipping Point, on l'a aussi créé pour donner envie, pour que les personnes qui écoutent osent se mettre à entreprendre, à créer à partir de leurs idées. Et je pense qu'en t'écoutant, ça donne cette envie vraiment de faire, d'oser, comme tu le disais, se tromper, tomber, que c'est pas grave. Ça donne envie d'aller faire une rando là tout de suite. Et ça donne envie d'investir dans Time for the Planet. Donc vraiment, faites-le, suivez ce très beau projet.
lyonnais, mais global et mondial. Donc merci beaucoup Arthur, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très vite pour creuser un peu sur toutes ces questions. Merci à vous pour l'invite, et je tiens à ajouter que vous êtes très inspirant aussi, parce que c'est quand même un couple qui font des choses ensemble, des beaux projets ensemble, et je pense que c'est trop cool et que beaucoup de couples devraient faire ça. Voilà. Enfin. Merci Arthur. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!